Bonjour et bienvenue, je m'appelle Sylvain Couder, maraîcher, formateur des Jardins de la Valette. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast issu d'une visio, parce qu'il faut savoir que chaque mois on se retrouve sur Le Cercle, donc c'est lecercle.lesjardinslavalette.com et là on fait une visio, une discussion, en fait c'est une discussion libre avec différents maraîchers, généralement des maraîchers qui pratiquent le bio-intensif de près de loin, mais on n'est pas fermé, peu importe. Donc tu peux aussi toi aussi venir et participer à notre visio. C'est tous les mois que ça se passe. Cette visio, donc ce podcast, il va être aussi disponible en MP3 que tu peux retrouver sur le cercle si tu veux l'écouter plus tranquillement. Donc voilà, je te souhaite la bienvenue et puis surtout une bonne écoute. Donc là, on est parti. À très bientôt et bonne écoute. L'idée donc c'est de poser des questions et on essaye moi d'y répondre ou d'autres personnes voilà qui sont là. Vincent, tu es un habitué de la visio, tu es venu là plusieurs fois. J'espère que tes melons poussent bien. Et puis Laurent, bienvenue si c'est la première. Tu veux commencer, Vincent? Ouais, comment ça va toi, la saison? Comment ça se passe, mais, Sylvain, du coup? Merci de la poser. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu plus simple que l'an dernier. Il fait un peu plus chaud et ça nous aide parce que l'an dernier, on a eu vraiment froid et humide. J'espère que ça va tenir parce que là, ça commence aussi à rebaisser un petit peu. Mais pour l'instant, le début de saison, il est plutôt bien. Mais voilà, on est que le 5 mai. Ouais, rien n'est encore fait, quoi. Ouais, mais t'as raison, c'est assez poussant. Ouais, Oui, c'est vrai que cette semaine, il y a des gros écarts de température. On a cramé la semaine dernière, là. Il mm, faisait quasiment, je sais pas, 25 degrés. Et puis là, on a perdu carrément, ouais. 15 degrés, quoi, presque d'un coup. Ouais, ouais, c'est une semaine un peu plus froide là, mais bon, on va voir. Mais non, franchement, ben, écoute, ici en Lot-et-Garonne, Euh, très surpris de l'avancée en fait des légumes. Donc du coup sous tunnel. Mais tu sais du coup les fameux tunnels F1. Hyper, enfin agréablement surpris. Tu vois, ça va faire déjà 2 semaines que j'ai des courgettes en Ouais, plein champ. ouais, Les melons, ça pousse très fort aussi. Et c'est là justement où c'est qu'il va falloir être, je pense, très vigilant. Tu vois, j'ai fait une bouillie bordelaise vendredi, avant le gros ouais, orage là. Parce que derrière, on a eu, enfin, pour moi, là, vu la chute des températures, l'humidité qui s'installe, enfin voilà, c'était un ouais. préventif nécessaire, je pense. Ouais, carrément. Je suis pas mal aussi en préventif cette année parce que l'année dernière, on avait eu quand même des soucis fongiques sur des cultures et c'est vrai que voilà, je fais aussi un peu de préventif cette année parce que ça fait peur voilà, de recommencer le même scénario que l'an dernier avec autant de maladies, de champignons sur certaines cultures. Enfin, nous, c'était notamment sur les tomates qu'on avait eu des soucis l'an dernier. Donc, ouais, il faut rester vigilant. Voilà. Ok, t'as déjà de la tomate sous De quel la- stade à peu près? T'as des fruits? euh, non, on n'a pas de fruits formés encore. Elle a été plantée il y a un mois. On est au stade de fleurs, quoi. Hein. Les fruits vont pas tarder, mais on est qu'au stade de fleurs encore. Et donc avant floraison, tu fais juste un préventif pour te Ouais, prémunir de ouais. Alors, cladosporium. Clado, non, Clado, on la contrecarre, si je peux lui dire, avec des variétés. Ok. Mais ce qui fait peur en début de saison chez nous avec l'humidité, c'est le botrytis qui va s'attaquer à la tige, souvent au pied de la tige, enfin même voilà, sur toute la tige. Et si ça attaque tout le tour, eh ben là, tu as ton pied qui meurt complètement. Ça, c'est le risque en début de saison. Voilà, c'est le risque numéro un, en tout cas par chez nous, en début de saison, quoi. Et là, on va utiliser du préventif contre ça, quoi. Ok. Et t'as des fontes de semis. Laurent, toi aussi peut-être t'as remarqué, je sais pas, enfin, comment ça se passe au niveau de la reprise des plants parce qu'il y a quand même, enfin, moi, du moins sur des sols argilo-calcaires, il y a quand même une RFU qui est énorme. Et, Mm. pardon, une réserve utile qui est assez conséquente. Et du coup, c'est vrai que j'avais des plants d'oignons qui jaunissaient un peu.
avec les quantités d'eau qui sont tombées. Puis là, avec le beau temps, c'est reparti un peu. Mais comment vous gérez ça, vous, là, un peu? Nous, pour l'oignon, là, on fait rien de particulier. Après, tu sais, ils sont quand même sur planche surélevée, donc c'est assez drainant pour la reprise. Ça arrive que ça jaunisse un peu au départ, quoi. Mais bon, non, on espère que derrière, derrière, il y a le beau temps qui arrive, donc je m'inquiète pas trop là-dessus. On n'a pas particulièrement de fonte de semis au champ. Euh, on fait pas de semis direct, hein, c'est que du plant, hein, en oignon par exemple. On fait pas de semis direct de plant, d'oignon. Euh, donc non, les fontes de semis, si ça arrive, mais nous ça nous arrive pas trop. Hein, ça serait sous serre, mais on est super vigilant là-dessus. Avec sur nappe chauffante en plus, on n'a pas trop ce problème-là, quoi. Et là, du coup, la grosse problématique rencontrée, notamment avec les tunnels, c'est l'enherbement, en fait. C'est l'enherbement, même au pied, en fait, si tu veux des plants. Ouais, Par exemple, là, tu vois, j'ai fait des semis directs de courge il y a 15 jours. On est sur une feuille étalée. C'est ouais. joli, ça sort bien. Donc, du coup, je terre mon plant. Le problème, c'est que j'ai des graines en fait dans les pelletés de terre et au pied du plant. Et ben là, c'est assez chiant en fait à repasser plan par plan pour venir désherber du liseron, de la renouée persicaire, etc. Quoi, voilà. Quelle Ah ouais. solution tu prends là? Non, pas de solution particulière. Ouais, nous, ça nous arrive aussi de devoir repasser plan par plan. Ça peut arriver. Mais t'es sur quoi? T'es sur toile tissée et t'as fait un trou ou t'es sur Non, non, t'es sur plastique déroulable, non, toi, non? c'est du paillage biodégradable. Tu sais, c'est Ouais. des paillages en fécule de pommes de terre et amidon de maïs. Ouais. Bah après, il Euh, y a pas de non, il y a pas de secret. Après, c'est d'avoir le trou le plus petit possible. ouais. Voilà, pour avoir le moins de lumière qui arrive au sol et qui fasse germer toutes les graines qui y aurait autour. En plus, quand tu démarres en semi-direct, eh ben ouais, c'est sûr que t'es pas en avance sur les herbes, alors que nous, on va travailler en plan, donc tu gagnes un petit peu là-dessus. Euh, Lorsque tu attaques avec du plant de courgettes, rapidement, il va quand même occuper l'espace et même s'il y a un peu d'enherbement, il est jamais très méchant, quoi. Ouais. Ouais. Et pour gérer ces enherbements tu sais, de bord de toile, j'appelle Ouais. ça, de bord de toile, comment tu le gères là, la binette? Ah Euh, Ouais, mais nous, on n'a pas de bord de toile, en fait, parce que oui, je sais pas si elle tu as se fait chevauche. gaffe. Oui, oui. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Mais c'est clair que ces zones-là, sinon, ça serait à la binette ou au pouce-pouce. Mais voilà, nous, on n'a pas hein, ce genre de problématique de bord de toile. Ok. J'en profite, je passe le bonjour à Julien, Ouais. mon camarade. Salut Vincent. Et Salut salut Julien. Sylvain, je suis arrivé en retard, désolé. Non, non, mais ça va, on vient juste de commencer. Salut Julien. Et salut Hugo aussi, je vois qu'il vient d'arriver. Euh, Vincent, du coup, d'autres points que tu voulais, tu veux, ou on verra après par la suite ou... Ouais, ouais, non, après, globalement, je trouve que c'est ce que pour résumer, c'est hyper poussant, Ouais, très joli, je trouve, ouais, très très joli. Les plantes, elles assimilent bien ce côté un peu chaleur, hygrométrie assez élevée, mais ouais. le coup de froid, là, c'est un peu, voilà, bon, ça Parce mène que de mémoire, tu travaillais toi avec des tunnels 500 trous. Ouais, c'est ça. Alors, Et, en fait, si tu veux, le début de saison, on va dire que par exemple, les carottes primeurs, donc du coup de janvier à mars, en fait, j'utilise pardon, du tunnel plein, en fait, en 80 microns, du tunnel de ouais, fraisier, du plastique ouais, de 80 microns. Et ouais, après, à partir du 18 mars, ouais. je passe en 500 trous. Le Ok. gros avantage en fait du 500 trous chez moi, c'est surtout que c'est au niveau de la bobine, le coût Oui. initial de la bobine en fait, 2500 mètres de bobine, on est à même pas 150 euros. Et c'est surtout Oui. que étant donné que je suis tout seul sur 3 hectares, en plus cette année j'ai agrandi les melons, la surface, Ouais. je fais 1 hectare de plus. Ouais. J'ai pas cette gestion en fait d'ouverture et de fermeture des tunnels parce que Complètement. notamment sur le melon, si tu veux, tu as
as des grosses problématiques où c'est que si tu viens ouvrir trop tôt ton tunnel, du coup, tu crées un choc thermique et du coup, ta plante, elle va lâcher complètement. Vraiment. Ouais. En fait, elle crève littéralement. L'inconvénient, du coup, d'ouvrir un peu plus tard, c'est que Ouais. ta pollinisation, elle se fait un peu plus tard. Et donc, du coup, voilà. En fait, l'ouverture en fait des tunnels, cette gestion d'ouverture et de fermeture, c'est très complexe, surtout sur des plantes hypersensibles comme ça. Donc, c'est pour ça Ouais. que ton système à toi de tunnel F1, pour moi, ça reste le meilleur. Après, avec les 500 trous, c'est pas mal aussi. Hein. C'est Ouais. pas mal Mais aussi. c'est sûr que toi, tu es sur des surfaces qui sont bien plus grandes que ma micro-ferme. Donc, Ah oui. en plus, tu le mécanises, la pose du tunnel, j'imagine, en 500 trous. Ah non, même Euh, pas, même pas. C'est non, même pas. Tu n'as pas la dérouleuse et tout ça? Non? non. Alors, en fait, Ok. si tu veux, donc au début, il va y avoir on va prendre un itinéraire classique sur le melon chez moi. Donc, je vais dérouler un paillage biodégradable. Ouais. J'ai en fait un outil qui me permet de dérouler en même temps le paillage et le goutte à goutte. Ça marche Ouais. aussi avec la toile tissée. J'ai des D'accord. perforateurs aussi en même temps. Donc, si tu veux, ça Ouais. me fait aussi le trou. Ouais. Ensuite, donc du coup, je viens effectuer ma plantation. Alors ça, c'est plutôt pour la fin de saison. Ouais. En début de saison, je viens poser chaque arceau manuellement. Une fois que Ok. j'ai fait ça, je viens manuellement en fait avec un outil fabriqué avec une boîte à vitesse de 2 chevaux en fait dérouler en fait le paillage. Mais en fait, si tu veux, le tracteur, il reste au bord du champ. Je le déroule D'accord. manuellement en fait, si tu veux. Et ensuite, Ok. avec des ficelles de chaque côté, Ouais. du coup, je viens prendre dans la boucle Ok. et je viens Je vois. ficeler en fait l'anneau. D'accord. Voilà. Ouais. 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 C'est pas des petits tunnels enterrés que j'imaginais. Ouais. C'est avec les Ah ficelles. oui, non, voilà, ouais. Et, Ouais. ouais, ouais. Et du coup, tu as pu comparer tunnel. Et du coup, tu as fait quelques tunnels F1 avec les trous comme je fais là sur le côté. Tu as pu comparer ça? Alors, en fait, non, aujourd'hui, j'ai pas les éléments de comparaison. Par D'accord. contre, Ok. ce que j'ai remarqué effectivement, c'est que sur du paillage, sur de la bâche, pardon, plastique en 80 microns non Hmm. perforé, déjà, ça chauffe beaucoup plus fort. Ouais. Et là, pour te dire, si bon, je touche du bois, hein, mais si Ouais. jamais ça continue de se dérouler comme ça, je gagne quasiment 20 jours par rapport à l'année dernière. Ouais. D'accord. Mais le gros inconvénient en fait que je rencontre du coup, c'est que par rapport en fait à ton tunnel, il faudrait que je le perce parce que ça monte trop vite en température quand même. Parce que là, tu as encore des tunnels non troués, c'est ça, à cette saison-là? Ouais, c'est ça, ouais. Alors en T'as fait, je dit. vais les garder si tu veux jusqu'à ce que je ramasse les premiers melons parce que ici je suis hyper assujetti aux orages de grêle Ouais. et pour éviter justement de perdre toute la récolte, moi je laisse les tunnels jusqu'au dernier moment. Alors c'est Donc, très ok. compliqué pour Donc gérer là, ma tu as carrément. Et là, tu as des. Donc, là, tu me dis que tu as des melons en ce moment sous tunnel, fermés en permanence, ou tu vas les ouvrir? C'est ça. Non, en fait, si tu veux, là, pour le moment, là, il y a quasiment 1 hectare hein, de couvert. Ouais. Ouais. Là, si tu veux, c'est fermé Ouais. complètement. Par contre, il y a sur des journées hyper chaudes, pour éviter d'avoir Ouais. 50 degrés sous le tunnel, je Ouais. viens tous les 20 mètres à peu près faire des toutes petites cheminées. Euh, D'accord. Et ensuite, ça, si tu veux, donc voilà, c'est la grosse contrainte, c'est que le soir, il faut les refermer pour éviter les Ok. déperditions de chaleur, quoi. Ouais. Mais Donc, si tu tu veux, ouvres un quand peu. tu as de Ouais. l'humidité qui se forme dans le tunnel, c'est signe qu'il faut ouvrir pour éviter les maladies fongiques, quoi, justement. Ouais, ouais, complètement. Et là, tu me parles de tunnel 80 microns. C'est pas du 500 trous, donc, hein, c'est du tunnel complètement fermé. Ouais, alors ça, c'est du tunnel complètement fermé. Ok. Parce que si tu veux, j'ai jamais pu trouver du 500 trous en fait avec au-dessus de 35 microns, pardon. D'accord. Et du coup, Euh, c'est pas assez épais et ok, il fait trop ah froid. non, mais par contre, si tu veux, j'enverrai des photos sur le groupe. Non, c'est Ouais. impressionnant. Le 80 microns et le 35 microns plantés à la même semaine, le même Oui. jour, Oui. c'est hallucinant en fait. Tu vois Tu vois une vraiment. différence. Ah Ouais. oui, 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 oui. Ben, c'est ce qu'il me disait le technicien que en dessous de 50 microns, c'était quand même assez léger, hein, comme Oui.
voilà, comme capacité thermique. Et voilà, il conseillait toujours d'aller au-delà. Moi, c'est pour ça que mes tunnels F1, je les ai fait en 200 microns. Là, c'est carrément extrême. Mais voilà, je suis sur une micro-ferme. C'est pas pareil. J'ai pas 1 hectare de melon. Donc, je peux me le permettre. Et du coup, je fais comme ça. Mais et oui, c'est évident qu'il y a une différence entre les différents films de protection. C'est bien d'avoir ce retour sur des grandes surfaces et voilà, quelqu'un qui en utilise beaucoup du tunnel. Ah, Parce mais que souvent, on a peur d'avoir les tunnels F1 ou des tunnels fermés. Dès qu'il fait chaud, c'est vrai qu'il y a une crainte chez les maraîchers que ça surchauffe, mais il y a quand même une résilience sur les plantes qui est impressionnante quand elles sont Ah, mais sous ces tunnels. alors c'est impressionnant. Alors c'est vrai que par Mm. contre, tu soulèves un point sur lequel il faut être vigilant, c'est que sur du jeune plant, Ouais, après je prends toujours la base du melon, mais j'ai fait ça sur. Alors si tu veux, cette année, parce que quand j'ai démarré en fait il y a 6 ans, j'étais sur des petits jardins, mes planches elles faisaient 30 mètres. Donc du coup cette mm. année en fait je suis reparti sur ton modèle, sauf que maintenant mes planches en fait elles font 100 mètres. Donc Ouais, sur une même planche, en fait, si tu veux, je vais faire 5 cultures. ok, Alors donc du coup, là par exemple, j'ai des choux raves, de la salade, des blettes, de la carotte et des oignons sur ouais, une même planche. d'accord. Par contre, c'est hallucinant la vitesse à laquelle ça pousse fort. Mm, Euh, mm. c'est très joli. Et tu limites aussi ce côté maladie. Et par contre, effectivement, des fois, quand il fait très chaud, je me suis dit merde, putain, ça craint, il va y avoir les plantes, elles vont lâcher. Alors, effectivement, sur du jeune plant, ça pourrait. Ouais, Par contre, une fois que ça a démarré, non, mais complètement. franchement, tu le vois Mm. en une semaine, tu vois la différence, quoi. La plante, elle prend quasiment, enfin, elle pousse à une vitesse, enfin, c'est fulgurant, quoi. Vraiment. Et oui, c'est le principe des serres, ça marche aussi sous tunnel, quoi, c'est clair. Le seul souci, enfin voilà, le seul souci, c'est la gestion de l'enherbement Ouais, à l'intérieur des trous, justement, parce que du coup, ouais, tant que ta plante elle est pas suffisamment développée et qu'elle crée pas une canopée, ouais, tu as quand même de l'herbe, alors voilà, qui pousse. Et même sur la difficulté que je rencontre là sur le paillage biodégradable, ouais. c'est ça en fait, c'est que j'ai de l'herbe quand même qui passe à travers. Hein. Ouais, moi, c'est vrai que Voilà. je pratique pas le paillage biodégradable. Je connais pas. Enfin, je connais sans connaître. C'est vrai que je l'ai pas utilisé de façon professionnelle. C'est que nous, on a tout en toile tissée, depuis longtemps. Mais oui, ça peut arriver, hein, se faire prendre comme ça dans les trous de plantation. Ouais, mais il y a pas 50 solutions. Enfin, sur une micro-ferme, si, tu peux toujours trouver d'autres solutions parce que tu pourrais rajouter une couche de compost avant ta plantation et ça limite aussi euh, le désherbage. Mais ça fonctionne en réalité que sur les micro-fermes parce que tu vas pas faire 1 hectare comme ça avec un lit de compost, ça coûterait trop cher, ça serait trop fastidieux. Oui. Mais c'est vrai que voilà, ce trou de plantation, il peut être problématique si il faut vraiment le réduire au maximum, ce trou de plantation qui soit quasiment la taille de la motte, quoi. Même si c'est un peu galère des fois à planter, du Ouais. moment où son sol il est préparé, il faut vraiment que ce soit le plus petit possible, quoi. Par contre, pour revenir sur ces fameux tunnels nantais, là, il y a vraiment quelque chose à faire, à creuser et à mettre même en valeur pour des gens Mm. qui justement s'installent en ayant peu de moyens, qui vont quand même mettre en Complètement. place des serres. Ouais, Si jamais derrière, ben, j'ai envie de dire, vous avez l'opportunité d'aller chez un vieux paysan du coin qui a fait de la fraise ou autre chose, de récupérer des arceaux et de faire ça, économiquement, ça vaut le coup. ouais. Et même en termes il faut parler aussi marché. Quand on arrive Mm. sur le marché, là, franchement, j'ai halluciné. Sur le Mm. marché, j'étais le seul avec de la courgette. Et pourtant, Mais oui, oui. Ouais. euh, alors le revendeur en avait, mais la provenance, elle venait d'Espagne. Et même moi, j'étais Mm. hyper gêné parce que les gens me demandaient vraiment si c'était ma production. Et ouais. Alors tu sais, du coup, ouais, enfin, ça te. Enfin, il y a vraiment quelque chose à creuser au niveau de ces tunnels, quoi. Franchement, Non, non, mais ouais. carrément. Moi, j'en suis convaincu depuis longtemps. Trop bien. Quelqu'un veut intervenir là-dessus, Julien ou Laurent? Ou sur autre chose, hein, c'est une discussion ouverte, libre. Vous avez peut-être les micros coupés, hein. Je vous rappelle qu'il faut appuyer sur la barre d'espace pour les rallumer. Ouais, moi j'ai testé les tunnels F1 un petit peu cette année. J'en suis très content. Ouais, D'autant plus que moi j'ai déménagé, je suis en train de me réinstaller, donc j'étais même plus sur place, donc je l'ai laissé
Ça m'a permis Ouais. vraiment de les laisser des cultures dessous sans s'en Bah, occuper. Donc, c'est l'idée, hein, c'est donc, l'idée qu'on fait. j'ai eu peur de les laisser parce que nous, on a eu des grosses températures là dernièrement. On a eu des 25-30 degrés. Donc, je les ai sortis même fin février, en mars, on a eu des grosses températures. Donc, j'avais foutu les patates, les pommes de terre nouvelles dessous. Donc, je les ai j'ai sortis. J'avais trop peur que ça crame. Ouais, Il y a trop mais d'humidité et tout. Donc, je les ai sortis assez ouais, tôt. Et maintenant, je me dis, bon, j'aurais pu les laisser plus longtemps sur certaines cultures. Mais ouais. C'est ce que nous on a fait l'erreur les premières années. On avait toujours peur. Et ouais, finalement, le risque, par contre, moi je me suis fait encore avoir cette année sur une culture, sur du navet, c'était que ça a trop séché. J'ai pas géré l'irrigation, par exemple. Mais du moment où tu as quand même que tu arrives à gérer l'irrigation sur ton tunnel nantais, c'est vrai que là, jusqu'à 1er mai, tu peux les laisser. Moi, j'ai enlevé là, il y a 10 jours, là, quand ça a commencé à taper fort, là. Nous, il y a 10 jours, c'est monté à 25 en plein champ, donc pas sous le tunnel, hein, température ambiante. ouais. Et là, on a dit, bon, allez, on les enlève. Mais c'est vrai que tu vois, la semaine qui vient, ils auraient été encore bien dessous. Et Vincent nous le rappelle, tu vois, lui, il a encore des cultures sous tunnel. Et moi, j'ai Ouais, vu des cultures sous tunnel nantais dans le sud de la France jusqu'au 15 mai sans problème. Voilà, ça nous fait peur, mais c'est vrai que les plantes, elles ont quand même cette capacité à résister. Et puis, il y a une notion qu'on a du mal à comprendre. Enfin, si on met un thermomètre, on va voir des températures de 50 degrés, mais ça, en fait, c'est une vision qui est faussée parce que la température, normalement, ça se prend pas comme ça. Ça se prend à l'abri du soleil, ça se prend voilà, dans une boîte fermée, blanche, à 1 mètre de hauteur, etc. Donc, quand on met nos thermomètres comme ça, un peu n'importe où, dans une serre ou dans un tunnel nantais, bah, la température, elle n'est pas tout à fait juste. Et si tu veux savoir si tes plants ils ont chaud ou pas, il y a une technique. En fait, il faut toucher la feuille. Si tu sens que la feuille de la plante elle est fraîche, si tu sens pas qu'elle est chaude, ben la plante elle a pas chaud. Si tu passes ta main en pleine Ah ouais, journée ok. voilà, sous ton tunnel, tu passes ta main, tu touches ta feuille de patate. Si tu sens un peu de fraîcheur, ben c'est que ça va. C'est que ta plante elle transpire et qu'elle n'a pas du tout chaud. Donc il y a pas de panique en fait. Par contre, si tu la touches et tu sens que c'est chaud, ben là c'est pas bon Et signe. qu'il y a C'est des qu'elle aussi elle a chaud. ramollos. Ok. Ouais, bon là, c'est les ramollos, t'es sûr qu'elle a un problème. Mais ouais, ça peut donner une indication, ça peut aider de Ah, les mais, et toucher. du Mais coup, comment tu gères la micro-aspersion sous ces tunnels-là? Tu mets une ligne par tunnel, genre pour faire des carottes par exemple, ou des non, non, nous on la joue au goutte à goutte. tout goutte à Au goutte. goutte à goutte, ouais. Grosse aspersion hein, avant de poser le tunnel, hein, même en janvier ou février, être sûr. Après, moi j'ai des sols quand même hydromorphes avec de la réserve dessous. Hein. Donc franchement, jusqu'au début avril, j'ai pas trop de risques. Hein. Et Ouais, bon, sinon c'est goutte à goutte, même sur de la carotte. Au moins 2 lignes, enfin 2 lignes, ouais, 2 lignes de goutte à goutte que je mets en sécurité. ok. Bah, j'ai aussi des sols hydromorphes là sur ma nouvelle ferme, du coup, Ouais, ça fait même flipper là. Enfin, il y a un jardin que j'ai carrément laissé tomber, c'est un marais ben, mortel. ouais, l'hydromorphie des sols, c'est complexe. Ça peut vraiment te mettre en péril les cultures. Surtout si tu n'es pas habitué, il faut y faire super gaffe parce que si tu es habitué à des sols non hydromorphes où tu avais Ouais, tendance à arroser, il faut faire très attention à ce qui se passe dessous parce que tu peux être en surirrigation en profondeur ouais, rapidement hein, faut plutôt faire avec des ça. arrosages, des irrigations courtes alors. Ouais, ouais, carrément. Hmm. Courte parce Ouais, que moi, mon cas, c'est ça. J'ai des sols hyper drainants, séchants, on va dire plutôt séchants en surface, mais pareil. hydromorphes à partir de 40 cm, tu vois. Même 30 Ouais, cm, c'est déjà hydromorphe. Donc, si je fais pas gaffe, ben, ça sèche, mais moi, je crois que c'est sec en surface. J'envoie de l'eau, mais dessous, il y a tout qui pourrit, quoi. Hein. ouais. Euh, il faut vraiment, vraiment faire attention. Bah, moi, j'ai les sondes et vraiment, il faut partir sur des trucs, des arrosages, voilà, fractionnés au maximum Les pour sondes pas. tensiométriques, c'est franchement, là, pour répondre, moi je pense que là, on est sur les mêmes types de sols. On a quasiment la même chose, surtout sur de l'argile. Les sondes Ouais, tensiométriques, moi, depuis que je les utilise, ça va faire du coup la troisième saison. Ça m'a ouais, changé la vie. Vraiment, hein. ben oui. Ouais, Vraiment, hein. ouais. Ben oui, oui, c'est clair que c'est un investissement, mais ça donne une vision, une clarté de ton sol et comment il réagit, quand même, qui est vraiment intéressante. Et ouais, moi j'ai plusieurs cultures que je conduis comme ça. Hein. Hmm. Mes cultures phares, là, moi je les conduis comme ça, en plein champ pas trop, mais sous serre elles sont conduites comme ça. Ouais.
à la sonde tensiométrique. Et puis après, à la gauche, quand même, je vais voir et je fais gaffe à cette hydromorphie. Ouais. Faut vraiment s'en méfier. Si ça peut te rassurer, Julien, moi j'avais une serre vraiment problématique la première année. Et le fait d'avoir fait mes planches permanentes, surélevées, avec mon compost en surface, enfin, tu vois, tous ces itinéraires-là, Ouais, mais c'est ça. mais cette hydromorphie, elle est là, elle est toujours là, elle sera toujours là, mais elle est dessous en fait. Et je gère mes 30 premiers centimètres qui sont quand même suffisants au démarrage des cultures, quoi. Ouais, Donc, c'est ce qu'on a fait. En fait, on a un peu exagéré les planches, la hauteur un petit ouais, peu, et ouais, le compost et tout. Et en fait, ouais, des jardins qui étaient inondés, là, ils le sont plus du tout, même après une grosse pluie. En fait, on ouais, a flippé parce qu'au début, moi, j'avais tout bâché, donc j'avais bâché, on a eu beaucoup de bâches du coup. J'avais créé le jardin, donc à la double bâche ouais, de 43 mètres, je vois. ouais, machin. Et on débâche, pensant qu'on allait pouvoir travailler tranquille après une pluie, et dessous, c'était trempé. Ouais, Malgré la ouais. bâche, et en fait, trempé, quoi. Et ouais, ouais, ouais. Mais Ouais, effectivement, ça là, approche. depuis que ça a séché, j'ai créé les planches avec le BCS et tout. Ouais, les planches n'étaient pas créées encore. Non, c'était à plat, donc il y avait ouais, puis... Mais bon, il y a quand même les tout premiers jardins qu'on a créés, mais bon, dans des mauvaises conditions, il y a des zones vraiment plus hydromorphes que d'autres aussi. Donc, Ouais. Mais moi aussi, j'ai des zones différentes sur la ferme. J'ai la chance d'avoir un peu de pente. Je sais pas si c'est ton cas, mais un petit peu, mais il j'ai faut. pas fait les jardins dans le sens de la pente. Alors, Ouais, mais en fait, je pouvais pas tout passer si je faisais comme ça, et enfin, ça aurait été et il faut vraiment beaucoup plus s'adapter. galère au niveau installation Ouais, pour les serres, il par faut. rapport à l'exposition, à plein de trucs. Donc, mais non, mais vraiment, en exagérant un peu la hauteur des buts et tout, ça le fait. Ouais. Mais c'est Et vrai que moi, j'exagère aussi la sortie de mes passe-pieds, tu vois. Mes passe-pieds, c'est ce que j'ai fait aussi. Ouais, ouais, j'avais vu que tu faisais ça. Donc, en j- fait, ouais, il faut pas s'arrêter au 20 mètres. Enfin, moi, mes planches pour 20 mètres, je m'arrête pas à 20. Tu vois, il faut exagérer à 21 mètres ouais, qu'il y ait un écoulement. Dans mon cas, je suis dans le sens de la pente, donc ça me va bien, tu vois, de vraiment ouais, écouler carrément. ça. Et Et même sans être dans le sens de la pente, on a débâché ce matin. Il y a eu des grosses pluies, il y a eu des grosses pluies là ce week-end. Et ouais, le fait d'avoir exagéré ce truc, quand on sort la bâche, qu'il y a toute la flotte qui va sur les côtés, ouais, ouais, ouais. bah, en fait, c'est barré plus dans les allées, Ben oui, via complètement. justement ces passe-pieds un peu plus longs, quoi. Moi, c'est sûr que je travaillerai à plat dans mon sol. Ouais, ce serait très complexe. Au printemps, là, au mois de mars, avec l'hydromorphie, ça serait vraiment compliqué. Alors que j'ai plus ouais, il peut y avoir encore des zones hydromorphes, enfin des moments qui me pénalisent un petit peu, mais de manière générale, c'est vraiment à la marge par rapport à ce que ça a été il y a 6 ou 7 ans sur les premières années, quoi. Ça a vraiment changé, quoi. C'est rassurant parce que j'ai commencé à me dire Ouais. que bah, j'aurais dû faire un drainage, j'aurais dû faire plein de trucs, et en fait, c'était impossible. Et je me suis installé à un moment où Ben, c'était pas possible de passer la sous-soleuse, donc je pense que ça aurait fait du bien aussi. Mais bon, ouais, ouais. Ben, les drainages, moi, je suis pas un expert là-dedans, mais dans ces sols hydromorphes, c'est pas forcément très facile de le faire. Après, tu peux toujours y repasser avec une trancheuse de sol, tu vois, sans abîmer mais grand-chose. ouais, Il y a justement, je moyen. sais pas si tu as déjà eu des retours de quelqu'un ou si quelqu'un qui est ici, là ou pas, la sous-soleuse pour le BCS en fait. Je sais pas ce que ça vaut. J'ai des doutes sur la Alors, puissance de la machine ouais, voilà, quoi. moi, j'ai jamais vu en vrai, hein. J'ai vu quelques vidéos sur YouTube, mais bon, c'est toujours pareil, tu sais pas trop ce que tu vois. Ouais. Ça a l'air costaud quand même, hein, l'histoire. Il y en a une sur YouTube où tu vois que le mec est obligé de pousser son BCS Ouais, justement pour ouais, que ça ouais. marche. Ça m'a pas Tu sens convaincu. que c'est compliqué. Est-ce qu'il fait pas Ouais. plus de mal que de bien à sa planche? Je sais pas. Est-ce que vraiment ça va régler l'hydromorphie? Pareil. Idéalement, pour pas bouleverser les horizons de ton sol, il faut prendre, c'est pas pour leur faire de la pub, mais Hmm. un outil type Actisol. Après, Ouais, sur mais BTS, je sais pas comment ça ouais, marche. Par contre, tu vois, moi, le tracteur, fait 75 chevaux. Je peux te garantir que juste avec une seule dent, parce que j'avais une sous-soleuse à une seule dent, je l'ai vendue parce que le tracteur, il pouvait pas la tirer, en fait, tout simplement. ouais, ouais. Tu descends même à 15 cm en 4 roues motrices, c'est chaud les marrons. Mm. Et en plus de ça, si tu veux, c'est une dent qui était un peu trop large, type Hmm. Michaud. Et là, enfin, tu sens que c'est à la peine. Et je pense que tu fais plus de mal à tasser aussi ben, tout le reste parce que du coup, oui, tu vas faire des points de drainage. Mais si derrière ton sol, pour éclater une semelle, j'ai envie de te dire, ok, ça marche.
En plein mois d'août, tu fais ça une fois que ça a bien séché pour éclater une semelle de labour ou quoi, à la limite. Mais ça demande quand même pas mal de puissance. Et un B16, c'est combien? 15 chevaux? Ouais, même pas, je crois. C'est même plus. Je crois que c'est 13 exactement. Oui, c'est 12 Euh, chevaux. 12. 12. Ah ouais, donc, Il te et faudrait comme tu dis, presque une lame, en fait, tu vois. Vraiment quelque chose de très, très fin. oui, et puis si tu veux faire un sous-solage qui soit drainant, il faut aussi faire attention à la pente, parce que tu peux créer en fait, tu peux créer une autre problématique, c'est que si tu draines pas bien, bah, tu peux créer une cuvette à un endroit et du coup finalement ton ton sous-solage il va pas t'aider à faire à faire évacuer l'eau quoi. Ouais. Alors qu'un drainage, un vrai drainage avec un tuyau à drain spécial, déjà ça va capter l'eau sur plusieurs mètres. Hein, j'ai pas les références en tête, mais on dit qu'un tuyau, ça va pouvoir capter jusqu'à 7-8 mètres en fait. Donc tu mets pas des tuyaux par exemple sur chaque planche. Tu as peut-être un tuyau, tu vas avoir un peigne comme ça, peut-être tous les 10, 15, 20 mètres, ça dépend de tes sols. Mais c'est comme ça en fait qu'ils drainent. Hein. On met pas un tuyau partout. Et parfois c'est plus simple. Il peut être même passé dans le passe-pied à un endroit comme ça, tu t'abîmes pas tes planches. Ouais, ça peut être aussi une alternative à un moment ou le tester hein, sur une zone, d'enterrer un tuyau là, à drain spécial à 40 ou 50 cm, voir si ça améliore la problématique sur une zone la plus compliquée. Quoi. Julien, Ouais, tu penses je vais devoir tester ça parce que Ouais. notamment la partie du terrain qui est la plus hydromorphe là, c'est là qu'on a mis la pépinière et bon il faisait hyper beau Ouais. quand on a mis j'ai pas fait une dalle mais on a mis doit tout le tisser. La Ouais. pépinière il pleut pas et pourtant dès qu'il pleut c'est trempé dedans. Quand on marche il y a de l'eau qui remonte et tout. Ah ouais. Alors, du coup on a foutu du broyat de bois sur tout le sol de la pépinière pour pouvoir juste Ah ouais. y passer quoi. Marcher, Ouais, quoi. c'est un délire. Après, moi, j'avais bien aussi limité quand même l'eau. J'avais aussi, parce que dans ma ferme, j'ai 3 hectares et j'ai quasiment 2 hectares de pente en amont. Et c'est vrai que j'avais quand même toute cette eau qui finalement coulait sur cette pente et arrivait dans ma zone plus ou moins plate d'en bas de 1 hectare. Et donc, la première étape, ça a été aussi de couper cette pente. Et j'ai des fossés, des baissières qui limitent. J'avais aussi plein de toitures qui amenaient de l'eau dans des points de jardin. Donc là aussi, j'ai redirigé des toitures, des gouttières pour limiter à chaque fois qu'il pleut, qu'il y a un orage, qu'il y ait le moins d'eau qui va vers les jardins. Quoi. Donc ça, c'est un travail. Ça dépend comment c'est fait chez toi, tu vois, mais voilà, ça a aussi aidé, ça a aussi limité. Quoi. Et moi j'avais une question parce que du coup, alors on est à la bourre donc on n'a toujours pas installé la serre, mais j'ai un petit tunnel Richel qui est là, qui m'attend, qui attend qu'on le monte. Du coup, c'est pour l'évacuation des eaux parce que ça va faire vraiment des grosses quantités d'eau. Oui. Je sais pas si par rapport à la réglementation, s'il y a des trucs, comment tu fais toi? Enfin toi, je crois que ça rejoint ton bassin. Ben alors même pas les. Enfin si, ça le rejoint indirectement, mais mes tunnels, ils ont pas de chéneau. Ah mais non, il n'y a pas de chéneau, bien sûr. Il n'y a pas de chéneau, donc moi j'ai quand même pas mal d'eau, mais j'ai cette pente qui m'aide. Et ensuite, il y a des fossés un peu plus bas qui récupèrent l'eau, mais voilà, c'est pour l'évacuer, hein, c'est pas pour la récupérer. Toi, tu auras les chéneaux du coup. Oui, il y a un chéneau, tout ça, donc il faut le faire sortir. Après, le chéneau, ça récupère la moitié et tout le reste, ça va tomber. Ça fait beaucoup d'eau qui va tomber au même endroit. Ouais, t'as pas les chéneaux extérieurs. Non, et du coup, là, peut-être se posera la question de mettre des drains, pour le coup. Et Julien, pourquoi tu la récupères pas cette eau et tu fais comme Sylvain, tu la stockes après dans des bidons noirs dans ta pouponnière? C'est trop d'eau. Ah ouais, il y a trop de volume. Non. J'avais pensé au début à faire un bassin et tout. Enfin, ça coûtait trop cher, ça valait pas le coup. Moi, j'ai une borne d'irrigation juste à côté, donc en fait, c'est beaucoup plus simple. Et au fait que tu blanchisses tes serres, est-ce que ça va pas? Est-ce que tu blanchis tes serres, pardon, excuse-moi déjà, pour commencer. Et si est-ce que du coup, le fait d'évacuer cette eau sur ton terrain, ça va pas du coup choler ton sol? Tu parles à Julien? Pardon, oui, je parlais à Julien. Ouais, pardon. Je sais pas, elles seront blanchies. C'était une des questions que je voulais poser à Sylvain, de toute façon, parce que du coup, le filet d'ombrage, il va pas jusqu'en bas, et entre le filet brise-vent sur le côté, qui fait aussi un peu ombrage,
et le filet d'ombrage qu'il y aura sur le bitunnel. Il y a une zone, donc je ne sais pas s'il faut la blanchir ou si on peut la laisser comme ça. Mais grande question. Moi, pendant longtemps, je l'ai blanchi et puis depuis 2 ans, j'ai recousu des bouts de filet et du Ah ouais, coup, j'ai tout filé. Ouais, parce que j'avais pas la ok. bonne largeur non plus des filets. J'en ai racheté et j'ai refait des coutures et comme ça, j'ai réglé mon problème. Parce que du coup, je mettais des filets et je blanchissais le côté. C'était quand même assez relou. Ben, c'est ce que je m'étais dit que Ouais, je j'allais faire faisais. en fait. Mais Ah, ok. fais-le quelques années et puis après, tu rachèteras des filets peut-être. Mais il Euh, faut, il vaut mieux, enfin, il faut quand même qu'elle soit couverte, quoi. C'est ça que je veux dire. Même si c'est sur le côté, que c'est un peu. Il y avait quoi? Moi, j'avais 1 mètre de chaque côté. Ouais, mais c'est ça, ouais. C'est pareil. Je sais pas quoi te dire. Enfin, tu vois, c'est déjà mieux que rien du tout. Tu vois, t'as quand même une bonne partie qui est couverte. Moi, j'ai pas les demi-lunes, donc j'avais vraiment, je sais pas comment t'aères, tu vois, mais ouais, moi j'avais besoin quand même de couvrir au max Ouais, ok. avec de l'ombrage pour éviter que ça surchauffe, quoi. Ok, ok. Et après, c'est pareil, tu vois, l'an dernier, j'aurais pas eu besoin, mais il y a 2 ans, c'était Hmm. canicule et il fallait que ce soit vraiment blanchi à fond et Ouais. bien couvert, quoi. Ok, donc je pense qu'au début je vais blanchir et puis on verra plus tard, hein, pour Le couvrir. blanchiment, c'est le plus, on va dire, le plus simple. C'est ce qui coûte le moins cher et voilà, tu achètes un bidon, tu as déjà un atomiseur, voilà. C'est un peu pénible à faire, mais voilà, c'est fait, tu le fais une fois. Le filet, on va dire que c'est le luxe, hein. Franchement, c'est trop bien, tu vois, les filets. Bon, maintenant, ils sont en place. Il me faut 10 minutes pour le mettre à peine. Ouais, Et le truc, tu sais que c'est nickel, tu as 50% de rembrage, voilà, t'en parles plus, quoi. ouais, ouais. Euh, c'est réglé. Mais ok, c'est pas le même coût, on est d'accord. Voilà, c'est un investissement sur du long terme, quoi. Hmm. Non, mais c'est grave. J'utilise aussi les filets. Avant, j'étais sur des petits tunnels à fraises là, de 5 mètres Ouais, et ils étaient tous couverts avec les filets. Ouais, pareil, c'est trop bien. En été, ben, tu rentres dedans, il fait presque frais, t'as l'impression. ouais, tu Et, sens vraiment. Ben, tu peux le faire avec du blanc, hein, aussi. Hein, il faut, si c'est bien passé, le blanc, ça marche aussi. et du coup, tu le passes avec le même atomiseur que pour pulvériser les cultures, tout ça? Ouais. Le problème, c'est que il faut vraiment bien mélanger. Des fois, ça se bouche, hein. Ouais. C'est un peu pénible, hein, dans Je- l'atomiseur, ça. Ouais. Bah, j'avais peur de l'abîmer, ouais, l'atomiseur, parce qu'il coûte quand même une blende aussi, ce truc. Alors, je l'ai jamais abîmé mais le problème, c'est que j'ai déjà dû le démonter parce que j'avais pas bien fait gaffe le mélange. Du coup, au niveau enfin, de la gâchette, ça bloquait. Ouais, ok. Ouais, faut vraiment bien Euh, mixer le tout, quoi. faut bien mixer le tout, faut le mixer à côté dans un autre bidon avant de le mettre dans l'atomiseur parce que si tu mets direct la peinture, en fait, vu que c'est plus lourd, elle va en bas et elle va direct se mettre là où ça aspire. Donc Ok. il faut faire son mélange avant, à côté en fait, avant de le verser dans l'atomiseur. Mais ça va, ce qui est bien, c'est que tu vas loin avec, quoi. Ok. Après, dans vos régions, je parle dans vos régions parce que nous, on n'a pas ça, mais aujourd'hui, il y a des prestataires de services, hein, qui font ça en drone, hein. Alors avant, c'était un hélicoptère, ça se faisait beaucoup dans le sud de la France. Ouais, ça se fait encore, hein. Euh, mais ça se fait encore, mais ça se fait de moins en moins parce que avec les drones, ça coûte moins cher. Ouais. Euh, et je pense que par chez vous, il y a quand même beaucoup de serres et il y a sûrement de la presta qui existe. Aucune idée du prix, par contre. Non, mais le fil d'ombrage, c'est bien. Et puis, Ouais, s'il faut blanchir juste le côté, comme ça, une bande, c'est pas non plus. oui. Bah oui, parce que le plus dur, c'est le fêtage, c'est toujours pareil. C'est pas grave. Une autre question? Quelqu'un veut intervenir là-dessus ou sur une question? Moi, j'ai 1 milliard de questions, hein, mais donc allez-y, je passe mon tour Ouais. pour faire tourner un peu la parole parce que. Ok. On revient après. Antoine, je vois que tu viens d'arriver. Est-ce que tu veux intervenir? Ton micro, il n'est pas allumé. Si tu veux intervenir, il faut appuyer sur la barre d'espace. Ou Hugo, ou Laurent. Je vous en prie. Bon, ben vas-y, Julien, si tu as 1 milliard de questions. Bon, eh ben, c'est moi qui pose des questions. J'avais des questions. J'avais une question sur la partie micro-aspersion.
Du coup, sur la hauteur des cannes, notamment, je crois que tu as deux systèmes. Est-ce qu'il vaut mieux pas juste prendre le système avec la canne la plus haute parce que ça a vraiment un intérêt d'avoir les petits. Je les ai aussi, les petits asperceurs bleus, là, les petites cannes bleues. J'en ai acheté un inox plus grande aussi. Ouais, bonne question. C'est clair que les grandes, l'avantage, c'est que tu vas passer au-dessus des cultures. Alors, pourquoi j'avais les petites? Les petites, moi, je les utilisais et c'est vrai que je le fais de moins en moins sous les filets de culture lorsque je lançais. Mais bon, c'était à une époque où j'avais pas d'aspersion plein champ. Donc, tu vois, je mettais mes filets et je mettais de la micro-aspersion sous mes filets. Aujourd'hui, j'ai de l'aspersion, donc j'arrose par-dessus mes filets et ça va très bien. Et par exemple, la carotte, tu la démarres avec les cannes et après tu fais que de l'aspersion par-dessus? Oh ben, même des fois, je la démarre direct à l'aspersion. Ok, tu vas pas forcément mettre de micro-aspersion dessus. Non. Par contre, avoir les cannes hautes, ça va être intéressant sur la carotte notamment. Et c'est pour ça, en fait. Sinon, ça ne marche pas après. Enfin, tu te fais avoir. L'an dernier, je me suis fait avoir. Je me suis dit, en fait, mais non, mais au bout d'un moment, en fait, le feuillage dépasse carrément. Non, ça marche plus. Et j'ai envie de dire, parce que moi, tu as aussi des intermédiaires qui font 60, je crois. Mais celles-là, c'est pareil. En fait, elles sont trop petites. Il faut vraiment des cannes je crois qu'ils font presque 1 mètre, les autres. 1,30. Moi, je crois que j'en ai là de chez Nandan Jane. Ouais, non, mais moi, le seul problème, c'est qu'en plein champ, dès qu'il y a un gros coup de vent, là ici, moi sur le plateau, ça souffle, mais très très fort. Et bien en fait, il y a aucune, tu peux rien faire en fait. Tu peux pas aspercer. Et le gros problème, bah, ça c'est pareil même avec des petites. Hein. Ah ouais. Ah ouais. La micro-aspersion ne fonctionne pas. Enfin, en même temps, il n'y a pas beaucoup d'aspersion qui fonctionnent avec du vent. Hein. Tu auras beaucoup de déséquilibre, mais la micro-aspersion, avec le vent, grande ou petite canne, ça va pas marcher. Par contre, on couvre du vent avec la grande canne de mémoire sur des planches de 20 mètres à 0,75 et des espacements à 0,46. Je couvrais quasiment 3 planches d'un côté, 3 planches de l'autre, 6 planches. Ouais, après ça dépend vraiment de chaque micro-aspersion, de ce que tu as au bout, etc. Là, c'est vraiment du cas par cas parce qu'entre les diffs, il y a tellement de micro-aspersions différents. C'est assez large quand même comme. Moi, jusqu'à maintenant, j'utilisais les gaines spray là que je trouve vraiment génial, quoi. Ça fait une aspersion mais parfaite. Ça fait un rectangle. C'est une aspersion fine et tu peux choisir. Et pourquoi tu n'utilises plus ça? Et parce qu'en fait, c'est fragile, quoi. Ça tient 2 ans et après, en fait, tu les trimbales, quoi, d'une planche à l'autre, d'un jardin à l'autre, tu tires. Alors si t'es deux, tu peux arriver à vraiment la soulever et tout, c'est un peu galère. Et après, c'est trop bien, mais avec un raccord rapide pour. Et après, c'est fragile, quoi. Tu n'arrives pas à les faire tenir plus de 2 ans. La micro-aspersion aussi, c'est fragile. Hein. En soi, quand tu les déplaces et tout, c'est toujours un peu. Justement, moi, j'ai commencé à les monter. Alors, il me manque les têtes vipères, donc j'ai pas pu faire le montage entier, mais avec le système la Fast and Fast que Meryl avait partagé. Et qui permet justement après de les déplacer sans les abîmer, quoi. Ouais, tu démontes à chaque fois Démonte l'asperceur, tu mets un bouchon à la place que tu reclipses, comme ça, t'as pas de terre qui va aller dedans. Non, moi je suis toujours à l'ancienne, j'enroule mes tuyaux avec les asperceurs par-dessus. C'est vrai que moi j'en ai parce que j'en ai besoin à des moments précis sur certaines cultures, dans des démarrages, etc. Mais quand on peut avoir de l'aspersion plein champ, c'est quand même hyper confortable, quoi. Oui, après moi j'ai copié ton système là où avec les asperceurs aux angles et tout. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as changé ou avant tu avais une ligne au milieu des jardins. Oui, je vois que tu es bien observateur. Oui, je l'ai enlevé. Tu l'as enlevé, je l'ai enlevé et c'est pareil. Et ça marche aussi bien. Alors, j'avais un peu plus de flexibilité parce que du coup, je me disais, je peux arroser que 6 planches ou 6 planches, et tu vois, parce que c'était sectorisable. Sauf que dans la réalité, je m'en servais peu. Et parfois, ça me bloquait parce que j'avais cette aspersion en plein milieu. Si je voulais mettre un filet sur des planches au milieu, je ne pouvais pas. Ça faisait aussi un passe-pied que je ne pouvais pas travailler au centre.
Et du coup, on a testé 100 et on est OK avec l'uniforme. Enfin, c'est assez uniforme au niveau de l'aspersion. Ouais. Et en plus, ça me faisait quand même 9 asperceurs dans un jardin et j'étais limité avec ma pompe. C'était un peu limite. Alors qu'avec 6, ça marche nickel. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est ça. Moi avant, j'étais sur du 10 mètres, donc en fait, j'en avais que aux angles. J'en avais 4. Ouais, ouais. Là, je suis passé sur du 20 mètres, donc j'en ai 3 de chaque côté. J'ai pas Mm. fait la ligne centrale parce qu'en fait, clairement, ma pompe, elle suivait pas. Ouais. Et en fait, je remarque que ça suffit. Mais par contre, je sais pas si tu remarques ça aussi, celui du milieu, je le fais pas faire un 180 parfait, quoi. Je Complet. l'arrête avant. Parce que sinon, je trouve que ça rend vraiment trop à Ok. un certain endroit de jonction, là, ça envoie trop d'eau. D'accord. J'ai pas remarqué ça. J'ai peut-être pas assez observé ça. Euh, Par contre, ce qui est sûr, avec les deux lignes sur le côté, chose que avant j'avais moins ce problème, tu peux pas, si tu veux vraiment arroser les planches du milieu, donc Ouais, moi j'ai 12, je sais pas si tu as 12 planches, ouais, ouais. tu es C'est un peu vraiment juste. obligé d'allumer les deux lignes. Parce que si tu allumes qu'une ligne, Ah oui, oui. euh, c'est clair que la planche numéro 6, par exemple, ben ouais, elle va être pas beaucoup arrosée. Ouais, ouais. C'est vraiment le croisement des deux lignes, donc ça c'est, voilà, t'arroses tout ou t'arroses pas, quoi, en gros. Et justement, aussi là-dessus, sur le placement, alors même si c'est à quelques centimètres près, où est-ce que tu places ta ligne? Parce que du coup, moi, je suis en train de refaire tous mes jardins, j'essaie de les faire un peu mieux qu'avant. Ouais, Je mets la toile tissée, là, j'ai vu que tu avais ça aussi entre les entre jardins. jardins. Oui. J'essaie de la mettre en fait. Avant, je creusais pas de passe-pied sur cette planche extérieure, la première et la Oui. deuxième. Maintenant, Ouais. j'ai creusé les passe-pieds. Et Oui. je ne sais pas si je passe les asperceurs dans ce passe-pied ou juste à côté, mais à l'extérieur. Ben ouais, Je suis bon, à perdre. moi je pense pas que ça joue beaucoup. Enfin, ça peut jouer un peu, mais ouais, moi ils sont juste après le passe-pied, quoi, légèrement, ouais, juste après. Mais côté extérieur, côté sur tes Côté fruitiers. extérieur. Ouais, Ouais, c'est comme ça côté que je les ai mis, extérieur. mais Après, je peux quand même pas passer la charrue rotative parce que oui, oui, il y a oui, les, oui. bon, j'ai les cannes, ou alors il faudra enlever les cannes, etc. Mais j'ai Ouais, quand ouais, même mais ce passe-pied. moi je me suis dit que Bon, si, quitte à les refaire, on les fera à l'appel une fois de temps en temps. oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est pas hyper gênant Hmm, par rapport à ça. ok. Mais Et bon, du ça coup, croise bien hein, déjà. ah oui, Ça oui, croise non, pas après mal, hein. moi j'ai l'impression que ça suffit. Hein. Oui, J'ai ouais, l'impression ouais, que ça suffit. je pense aussi, ouais. Ça respecte quand même assez bien les règles d'irrigation qui sont indiquées chez les constructeurs, quoi. Et justement, tant qu'on est sur ces passe-pieds, enfin sur les entre-jardins, Ouais. je me souviens que tu avais dit que c'était pas forcément une bonne idée du coup de mettre des fruitiers carrément. Et Ben ouais, moi j'ai plein de framboisiers à planter là que je me traîne depuis plus d'un an que j'ai jamais planté, qui sont toujours en pot, qu'on a rempoté. Est-ce que sur du petit fruit comme ça, framboisier ou des trucs même encore plus bas, ça peut le faire ou ben, il vaut mieux quand même éviter aussi? bah après, c'est des choix perso. Moi, c'est clair que je le déconseille. Et d'ailleurs, il y a une vidéo là où j'en parle Mm. et je dis, ben, faut pas le faire. Et moi, j'ai arraché mes fruitiers hein, qui étaient entre les jardins. Ok. Euh, Et les arbres? S'il vous plaît, les arbres. Ouais. J'ai arraché les arbres entre mes jardins. Il y a une vidéo qui va sortir justement là-dessus où j'en parle. J'ai encore les petits fruits parce qu'ils étaient là. J'avais mis moi groseillier, maquereau, cassis et framboise. Euh, alors ils sont là, c'est beau, ça attire les pollinisateurs, mais franchement, on le valorise pas. Alors j'ai eu de la chance une année ou deux parce que j'avais une dame qui faisait de la glace, sorbet, qui m'achetait tous mes petits fruits. Mais le truc pour le vendre en barquette, par exemple, pour le valoriser, t'en vends très peu. Et quand tu as 40 mètres de groseillier, Ouais. ça sert à rien. T'en vends 3 mètres en fait. Avec trois petits buissons, ça suffit. Ok. Et ça fait quand même une zone que tu dois t'en occuper. Parce que tout à l'heure, Vincent, il parlait de l'enherbement au niveau des plantes, mais c'est ça, là c'est pareil, tu vois. Je me retrouve avec de l'enherbement, je me retrouve à devoir désherber mes petits fruits entre mes jardins pour pas qu'il y ait des graminées qui viennent enherber mes Ah ouais, jardins. ouais. Donc en fait, c'est des zones où je dois m'en occuper quand même parce qu'elles sont là et elles sont pas productives ou très peu. Ok. Alors c'est très beau, peut-être que ça a un intérêt au niveau des pollinisateurs, mais quand même, on est sur des micro-fermes et moi je sens que les haies, etc., ils sont jamais très loin. Donc je suis pas vraiment pour rajouter les haies
au milieu. Et en plus, là, dans une création, je dirais, laisse tomber, prends ton temps, tu vois. Si vraiment tu veux le faire demain, fais comme moi. Enfin, fais comme moi. Non, fais pas comme moi, je le fais pas. Mais je veux dire, tu vois, moi, j'ai laissé la place. J'ai mis 3 mètres entre mes jardins. J'ai mis 3 mètres. Et au pire, dans 2 ou 3 ans, ben, tu planteras sur ta planche au milieu, là, et tu auras 1,50 m de part et d'autre. Et voilà, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, j'avais commencé à mettre des toiles tissées et laisser une bande au milieu, comme pour les courges et compagnie, pour mettre un truc au milieu. Ouais. Et au niveau des fruitiers, Sylvain, là, tu as remarqué. Donc, du coup, bon, enfin, on va pas spoiler la prochaine vidéo. Mais, non, mais il n'y a pas de. Non, mais ce que je veux dire, en fait, tu as conduit un peu les jardins, du coup, un peu comme de l'agroforesterie. Mais est-ce que ça te limite pas non plus au niveau de. Bon, du coup, tu as ce temps de travail supplémentaire. Mais est-ce qu'au niveau de tout ce qui est lumière, est-ce que tu as assez de lumière? En plus, toi qui es dans l'Aveyron, est-ce que ça t'amène pas non plus trop d'humidité? Ouais, alors j'avais quand même fait le choix de partir sur du pommier M9. Hein, donc M9, c'est des variétés naines. Donc ça reste des arbres, tu sais, vergers piétons, hein, qui montent à quoi, 2 mètres maximum. Ils étaient espacés de 3 mètres chacun. Donc j'avais pas cette problématique. En tout cas, je suis pas arrivé jusqu'à un stade où je l'ai ressenti. Ça restait des pommiers nains, quoi. Mais par contre, ça me faisait du travail supplémentaire pour au final avoir quoi? Des pommes remplies de carpocaps et de tavelures. Parce que je suis pas arboriculteur et que gérer des arbres, des pommiers comme ça, parce que lorsqu'on travaille avec du M9, il faut quand même être présent, quoi. C'est l'arboriculture où il va falloir fertiliser, faire des traitements, même en bio, surveiller, irriguer, palisser, etc. Donc, un arbre qui demande beaucoup d'entretien, on n'est pas sur un arbre plein champ ou plein vent. Du coup, de l'avoir comme ça au milieu des jardins, de façon éparse, c'est même pas facile à gérer. Moi, ce que je conseille aujourd'hui, si tu veux faire de l'arbo, si quelqu'un veut faire de l'arbo, ben, ok, tu as peut-être un jardin maraîcher de 3-4 000 m², et puis à côté, tu as peut-être 1 hectare d'arbo parce que tu es plusieurs associés et que tu veux faire de l'arbo et que tu le fais sur 1 hectare ou 2 hectares avec un tracteur, etc. Ça me paraît plus cohérent que de tout mixer au milieu, quoi. Ça, tu le disais dans la formation, ça je m'en souviens, tu disais justement, quand on s'installe, on a tendance à vouloir monter plusieurs ateliers. Et tu disais dans la formation que c'était une erreur justement parce que tu as beaucoup de gens qui veulent monter un atelier arbo, un atelier poule pondeuse, un atelier petits fruits, un atelier. Et en fait, dans notre système à nous de maraîchage diversifié, déjà quand tu commences à t'amuser à gérer 30 cultures, est amplement suffisant déjà. Ben, voilà, moi je te rejoins complètement. Hein. C'est ce qui me semble aussi. Et puis voilà, tu peux déjà avoir une ferme rentable et qui fonctionne en étant maraîcher. Et voilà, après, si tu es un système où tu es associé et tu as plusieurs ateliers, ça peut être très cohérent dans une ferme avec plusieurs associés. Mais quand tu es un seul chef d'exploitation, j'ai envie de dire, avec 1 ou 2 employés, ben, il faut. Ça devient difficile. C'est difficile, après moi, voilà, de gérer tous ces ateliers différents. Et en plus, il y a quelque chose qu'on n'y pense pas, parce que c'est vrai que quand on s'installe, enfin, on est dans des démarches d'agriculture biologique, mais n'oublie pas que, enfin, dans l'agriculture biologique, il y a quand même l'utilisation parfois de traitements phyto naturels, mais qui ne sont pas forcément autorisés sur les cultures. Donc, comment on gère ça? Comment on traite un pommier au milieu des légumes alors que, par exemple, le traitement il va être autorisé sur pommier, mais pas sur la salade qui est à côté. Donc ça, par exemple, ça peut aussi, ça pourrait porter, enfin, c'est aussi un problème en fait. Et inversement, hein, peut-être que je dis une bêtise, mais peut-être que la boule bordelaise autorisée sur le pommier ne l'est pas sur la salade. Elle est peut-être, tu vois. Et donc, comment tu peux gérer ça quand tu as tout qui est mixé? Je ne sais pas s'il y a des dérogations là-dedans. En tout cas, je trouve que des ateliers séparés, pourquoi pas, mais voilà, vraiment séparés, ça me paraît plus simple. Okay. Donc, désolé Julien pour tes framboisiers, mais je le ferai quand même. Ouais, je me doute. Hein. Non, j'en ai pas beaucoup. Je vais faire une borne comme ça, mais un peu à l'extérieur. Mais ok. Bon, le framboisier, ça se valorise bien quand même. C'est un que tu arrives plutôt bien à vendre en barquette.
Mais le reste, groseillier, maquereau, cassis, c'est le petit fruit qui est vendu pour la confiture. Donc après, moi, je le brade à 5 euros le kilo. Ça paye la personne qui le ramasse, quoi. En gros, c'est ça l'histoire, quoi. Non, mais ça me posait la question aussi, parce que je fais le même système avec la bâche d'ensilage sur les côtés qui va rester là. Et en fait, Ouais. justement, avec tes fruitiers, tout ça, comment tu fais ou comment tu faisais? En sortie d'hiver, quand les bâches elles sont pleines de flotte, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est carrément la tirer et l'amener même limite sur l'autre jardin pour pouvoir vraiment vider toute l'eau qui s'est accumulée. Euh, ouais, après, moi, mes bâches, elles sont trouées, hein. Tu sais, avec les Ah ouais, rongeurs, les chats. Tes bâches, elles sont neuves, elles vont pas rester, hein. oui, c'est vrai. Il n'y a pas tant d'eau qui s'accumule, hein. Vraiment, ouais, c'est aujourd'hui, rapidement, le chat s'est occupé de. Enfin, les mules dessous, le chat dessus, voilà, ils arrivent à se trouver. Ça fait Donc, des trous non, il n'y a pas partout. d'accumulation, hein, tellement d'eau, on n'a pas ce problème. Et d'ailleurs, il y en a qui conseillent de faire des trous en direct parce que le risque des bâches, si elles sont vraiment hermétiques et que c'est plat, surtout, il ne faut pas que ça fasse une cuvette sur tes jardins Ouais, avec de l'eau dedans. Parce que sinon, ça va tasser ton sol. ouais, Donc, c'est ça. Ah ouais, on donc il faut conseille même. limite se faire des trous dans les passe-pieds, quoi. Ouais, c'est ça. Ah C'est ouais, que si carrément. tu vois un endroit où tu as vraiment une grosse plaque qui se forme, ben, il faut aller faire un trou parce que le problème, c'est que tu vas tasser vraiment. Pas des tonnes, mais peut-être, tu vois, Oui, ça non, peut mais vite c'est. faire de l'eau et ça appuie, quoi. Et tu laisses Oui, ça oui. tout l'hiver, et c'est pas le top. Ah ouais, carrément. Ok. Et on va trouver la bâche neuve. Ouais, ben, c'est un peu dur, hein. C'est un peu dur, mais ouais. Quelques trous, quoi, légers. Non, non, mais de toute façon, les premières que j'avais utilisées, c'était des bâches d'ensilage de récup. Elles étaient effectivement trouvées par-ci par-là. Donc, oui, Oui, ça donc ça marche quand évite même. ça, ouais. Ouais, ben, complètement. J'ai une question un peu là, je sors un peu de ce cadre-là Ouais. sur la commercialisation et par rapport aux charges que vous avez eues cette année. Est-ce que vous constatez une différence au niveau des plans, par exemple? Est-ce que vous le répercutez aussi, tout le monde là, tous ceux qui sont présents? Est-ce que vous répercutez du coup ces prix ou vous essayez de limiter ça en montant peut-être quelques centimes sur un kilo, par exemple de fenouil, et de lisser ça un peu sur un peu toutes vos cultures? Comment vous faites? Parce que là, je vais réattaquer le marché d'Agen. Et Mm. ben, Julien, du coup, tu le sais, c'est pas un marché facile. Il y a énormément de concurrence. Euh, Ben, il y a C'est Julien ça. surtout. mais on est loin, ça va, on est loin l'un de l'autre, ça va. Ouais, mais après, on n'a pas la même vision sur ce marché. Vincent, on en avait déjà parlé. Moi, je trouve qu'il est hyper prometteur. Et enfin, moi, je vois le peu que je ramène là, c'est les plantations de début janvier et les trucs d'automne. Et j'hallucine du chiffre que je fais sur. Je fais que le dimanche parce on se réinstalle, donc on peut même pas faire celui du mercredi. Mm. Et franchement, ce que je ramène en tout et en un an, je vois la progression, c'est hallucinant, quoi. Et je me dis, putain, si j'étais installé en mode un peu rythme de croisière, je ramènerais pour 200 balles de plus, je les vendrais, il n'y a aucun problème, quoi. J'ai pas assez à chaque fois de choses. D'accord. Mm, Et, mm. et est-ce que du coup, par rapport aux charges, là, par rapport à la première question, est-ce que du coup, par rapport au prix des semences, au Moi, j'ai coût pas des fait gaffe, semences, hein. J'avoue, j'ai pas regardé les prix. ok. Sylvain, Laurent, Je compare entre deux semenciers pour chercher le moins cher, mais après, j'ai pas fait gaffe si le truc avait augmenté, les plans. Euh, alors ouais, mais moi aussi je suis un mauvais parfois gestionnaire sur certaines choses. Je regarde pas toujours l'augmentation. Euh, je vois qu'il y en a et c'est répercuté, mais c'est pas répercuté euh, légume par légume. C'est répercuté sur l'ensemble. Donc ouais, j'ai augmenté certains prix de certains produits. Aussi parce que je vois que ça augmente à droite et à gauche et que je vois que je suis en dessous de certaines cultures, même en conventionnel sur le marché. Donc je me dis, ouais, enfin, il y a peut-être un souci là. Donc je vais pas me dire, mon fournisseur de plants de tomates, il a augmenté la tomate, donc je vais augmenter mon prix de tomate. C'est pas comme ça que je le vois. Je vais plutôt augmenter voilà, certains légumes voilà, pour compenser cette tu te augmentation. positionnes par rapport aux autres. Après, j'ai envie de dire, il faut voir c'est quoi qui augmente parce que pour moi, la charge, et je le redis et je sais toujours, c'est la main-d'œuvre. C'est ma charge principale et celle-là, elle a pas fait plus 20%. Et c'est vrai que quand c'est
un plan ou des semences, même si ça vient, même si c'est important, mais tu vois, en pourcentage, ça doit être 2-3% de charge, ma semence. Donc, même si ma semence prend 30%, ça a un impact, mais pas un impact qui est énorme finalement dans l'enveloppe totale des charges. Tu vois ce que je veux dire? Et par rapport du coup justement, parce que alors moi je peux pas comparer ça parce que je suis branché sur un NASA, mais toi qui as une micro-pompe pour pomper, est-ce que ton contrat d'électricité du coup il a augmenté? Est-ce que, enfin tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que tu Il y a synthétises tout ça et euh, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que du coup toi ben, comme tu dis, hein, en fait sur le marché, tu fais un petit tour de marché, tu dis ah ouais bon ok là ça a augmenté, je me repositionne pour être oui. cohérent avec mes prix. Mais mince, là, l'électricité elle a augmenté. Comment en fait tu pallies à ces comment tu fais pour perdurer tout simplement dans le temps en fait avec toutes Ouais. ces augmentations quoi en fait. Ouais. Bon, il y a ce côté, j'augmente un peu mes prix, hein, comme je viens de dire, tu vois, sur certaines catégories. C'est vrai que je fais plus gaffe aujourd'hui à mes charges qu'il y a 10 ans, ou qu'il y a 5 ans. Je fais plus attention. Je compare, comme il disait Julien, avant je faisais pas vraiment gaffe quand j'achetais mes semences, mais aujourd'hui, c'est vrai que je vais regarder 3-4 sites en même temps et je vais regarder le prix, quoi. Je vais me dire, surtout quand c'est une même variété chez 3 fournisseurs, je vais regarder le prix. Pareil pour les engrais. Donc, ouais, je travaille surtout avec les fientes de poule, hein, que j'achète en coopérative. Ouais, donc je demande, tu vois, je demande les prix, alors qu'avant, je demandais pas forcément. Je dis, ben voilà, j'ai besoin d'une tonne, est-ce que tu peux me livrer une tonne? Aujourd'hui, ben, je vais regarder la coopérative et voir ce qu'ils ont et ce qu'ils me proposent. Là, ils me proposaient un super truc l'an dernier, mais quand j'ai commencé à regarder les prix, c'était qu'un sac de 25 kilos. Je fais, ah non, mais là, c'est pas possible. En fait, là, on est à 1000 euros la tonne, alors que, voilà, moi, il y a 10 ans, j'achetais à 150 euros la tonne de fientes. Donc, tu vois, je peux pas faire du fois 10. Donc, ouais, il y a des choses que je fais gaffe, je regarde. Euh, c'est ça. Après, ce qui est un peu particulier, c'est que j'ai aussi un chiffre d'affaires qui augmente tous les ans. Donc, Donc, c'est pour compenser tu vois, ce. Ouais, ouais, ok. du coup, c'est peut-être un peu compensé aussi. Ça vient Euh, équilibrer en fait tout ça. Ok, je mais vois. ouais, c'est ça. Tu vois, c'est pas un calcul précis tous les ans, euh, mais voilà, ça vient compenser ça. Mais Et c'est vrai pour qu'augmenter ses prix à un moment donné, euh, bah, en tout cas, c'est un levier que tu as, quoi. ouais. Moi, je me suis fait engueuler sur le marché dimanche, alors pas dimanche dernier, mais dimanche d'avant, parce que mes fèves étaient pas assez chères et c'était les conventionnels qui m'ont dit de monter mon prix. Ah ouais. Et ils me les ont. Ouais. Je suis obligé de rien, mais j'ai suivi et c'était à Oui. 5 euros. C'était à 5 Ah euros le ouais. kilo. Je trouvais ça ouf. Ah ouais. Et, Ah bah oui, oui. ouais. Et en fait, mais ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils font évoluer leur prix d'un marché sur l'autre. Donc je me suis dit, oh, non, en fait, j'ai pas du tout envie de faire ça. Donc j'ai C'est remis ça. à 3,90. Puis voilà. Et oui, tu définis un prix toute l'année, comme on fait tous, je pense, hein. Et on ne fait pas le yo-yo parce que Ouais, voilà. Parce que c'est ouais, chiant. Même après, au niveau gestion, hein, sur le. faire les clients, tout simplement. Alors, pas dans les perdre dans le sens ils viennent plus chez toi, mais tu les perds un coup, Ouais. c'est la bourse en fait, tu vois. Un coup, la semaine Mmh. dernière, c'est ce prix, après. Ouais, c'est ça. Voilà. Et pour terminer juste sur le volet commercialisation, cette année, du coup, j'ai investi dans des distributeurs automatiques. Donc, du coup, alors, j'ai pas suffisamment de recul. Comment est-ce que, Sylvain, toi, tu mettrais en valeur du coup ce nouveau type de commercialisation pour en fait voilà parce qu'aujourd'hui je me rends compte d'un problème, je me dis moi le premier Ouais. j'arrive sur un point de vente, d'accord, il y a un distributeur automatique, euh, il y a des paniers très bien, mais je ne sais pas depuis quand les paniers ont été en fait achalandés dans le distributeur. Qu'est-ce qui me Ok. garantit que les produits sont frais? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comment est-ce que tu appréhenderais toi ce nouveau type en fait de commercialisation et quelle Ouais. stratégie tu mettrais en place? Ouais, les paniers, enfin les casiers, c'est une commercialisation particulière.
Moi déjà, c'est sûr que si je devais travailler avec ça, je mettrais des paniers avec avec un certain montant parce que tu peux pas t'amuser à mettre deux melons, un casier avec deux melons, un casier avec 5 kilos de tomates. Enfin, c'est compliqué. Il faut quand même un minimum d'achat que ce soit intéressant. Sinon, il te faudrait beaucoup trop de casiers, puis ça ferait faudrait que tu viennes trop achalander souvent. Je sais pas, moi je m'étais jamais posé la question de la fraîcheur. Je sais pas, moi en tant que consommateur, je me dirais que c'est frais parce que c'est dans des casiers et que c'est quelque chose qui vient de la ferme. Euh, Après, je sais pas comment toi tu travailles au quotidien avec ça. Moi, je réfrigérais, je passe tout en chambre froide, tout est humidifié. Et il me semble que les casiers sont réfrigérés, non? Ou c'est pas le cas des tiens? Non, alors j'avais pas les moyens Ouais, d'investir dans des réfrigérés. ouais, Le souci, c'est qu'aujourd'hui, alors j'en ai 67. ok, Donc j'ai pensé en fait peut-être, alors je sais pas si c'est un bon choix stratégique, mais j'ai pensé à contacter l'apicultrice du coin, le producteur d'œufs du coin et de grouper ouais, un peu tout ça et de ouais, dire, alors pour éviter de monter une autre société ouais, d'achat-revente, de leur louer en fait directement les casiers et chacun se gère ouais. en fait ses casiers. Est-ce que tu penses que stratégiquement il faudrait mieux garder plutôt proposer que du légume sur la ferme ou le fait de contacter par exemple Je quelques comprends. Ouais. producteurs comme ça. Je dis une bêtise, si j'avais des réfrigérés, la fromagère du coin, la boulangère du coin ou le boulanger, enfin tu vois. Comment tu Ouais, développerais un peu ça? Euh, je sais pas, c'est vrai que c'est pas une question que je me suis posée parce que moi je suis vraiment dans un milieu rural avec pas du tout d'axe de passage et c'était quelque chose qui n'a jamais été envisagé chez moi. Euh, j'ai pas de recul là de ça. Je veux pas, enfin tu vois, je peux pas inventer. Je sais qu'il y a pour certains ça marche très bien, euh, mais ouais, je peux pas, je ne sais pas. Moi personnellement, je crois que je m'embêterai pas vraiment avec les autres producteurs personnellement. Euh, je pense que les gens qui viennent, d'après toi, est-ce qu'ils vont venir parce qu'il y a un pot de miel ou juste parce que, enfin, tu vois, il y a du légume de qualité, en quantité, tout le temps, etc. Je pense qu'ils vont mieux mettre l'énergie et l'effort au départ, en tout cas, à bien fournir, mais même après, mais à bien fournir ses casiers, être diversifié. En plus, on a 67, ce qui est pas mal. Ça fait beaucoup de casiers, hein, 67. Donc, tu peux vraiment avoir une offre de légumes et de fruits, tu vois, de ce que tu produis quand même, qui est importante. Euh, ouais, moi, je mettrais l'accent là-dessus et faire la promo là-dessus sur ta ferme. Parce que, est-ce que vraiment ça va faire venir des gens parce qu'il y a une boîte d'œufs et du miel? Je sais pas. Je sais pas ce que tu en penses, mais je suis pas certain. Bon, l'idée, en fait, si tu veux, c'était de, on le sait tous, hein, avoir un panier moyen à 15 euros en légumes, c'est très très compliqué quand même. Je parle en étant conventionnel, hein, où c'est que tu as une Mhm. salade à 1 euro, où c'est que tu as, enfin, tu vois, des prix quand même qui sont assez Ouais, tirés vers le bas. ouais, Euh, voilà. Alors l'idée, c'était de se dire, bon, étant donné que je suis au bord d'un axe passant, si vous vous arrêtez chez moi, vous pouvez retrouver aussi, par exemple, des œufs mhm. enfin, tu vois, en gros, augmenter en fait ce panier moyen et Ouais, ouais, répondre je comprends. à un besoin. Mais après, c'était surtout du fait que j'ai quand même 67 casiers alimentés Oui, et trouver quoi mettre ouais. 67 légumes tous les jours, c'est très très compliqué quand même. Oui, mais t'as pas forcément. Enfin, je sais pas, moi, si j'avais 67 casiers, je me ferais des choses différentes. Par exemple, je dis une bêtise, mais je me ferais des casiers à 10 euros, des casiers à 20 euros, C'est ça. voire tu vois, des Mhm. casiers avec de l'unité, Oui, ou je sais pas, 10 kilos de pommes de terre, ou tu vois, 5 kilos de ouais, c'est ça, ouais. tomates. Ouais. Donc, tu peux quand même avoir cette diversité. Après, euh, tout dépend de la diversité que tu as fait, mais euh, ouais, je sais pas trop. Après, comment tu gères la partie. Ouais, si tu prêtes tes casiers ou si tu loues tes casiers à d'autres, c'est clair, si tu fais de l'achat-revente, bah, tu rentres dans un autre système. Tu n'es pas censé faire de l'achat-revente, ou alors il faut une C'est ça, en société fait. de commerce. J'ai Tu vois, pas c'est très. envie de, j'ai Ben pas envie non, de faire l'achat-revente. ben non. Et si j'ai mis en fait
ce système de commercialisation en place, c'était surtout par manque de temps en fait. Parce que Ouais. vendre à la ferme, passer tous les jours quasiment 6 heures à vendre au bord de la route, c'est 6 heures où c'est que je suis pas dans les parcelles. C'est énorme. Et exactement. Et c'est énorme. Déjà que sur un marché, ben, vous le savez, hein, on perd quand même quasiment 8 heures. Tu charges le camion la veille, tu pars au marché. C'est quand même du temps passé que tu passes pas en famille ou autre chose. Enfin, tu Ouais. vois ce que je veux dire. Mais là, ta clientèle, elle joue le jeu, elle vient maintenant sur tes casiers ou tu trouves que ça baisse? Je les ai pas encore ouverts en fait. Si tu veux, D'accord. tout est prêt. Ouais. Mais le problème, c'est que si je démarre le marché d'Agen, par exemple, eh ben, j'aurais pas assez de marchandises pour mettre et dans les casiers Ouais. et au marché d'Agen et le marché que j'ai à Montaigu aussi. Donc, enfin, voilà. Mais Là, ça, pour le moment, ouais. je vais commencer à mettre un peu de marchandises, des radibottes, etc., comme tu dis, à l'unité, Ouais. de la salade, de la Mais courgette, de l'oignon, mais voilà, c'est ça le problème. en tout cas, ça, ce qui est sûr, enfin, ce qui est sûr, non, on n'est jamais sûr de rien, mais moi, je fais attention à l'ouverture des casiers parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui risquent de s'y intéresser au départ, de venir voir et tout, Ok, et d'avoir quand même un truc assez bien achalandé dès le début, tu vois. Quitte à ok. repousser l'ouverture de tes casiers, tu vois, parce que si tu as investi là-dedans, c'est que tu mises quand même là-dessus, parce que c'est un Oui. investissement dans les casiers, quoi. Donc, Énorme. j'imagine qu'à terme, Oui, c'est énorme. Hein. et oui, c'est énorme. Donc, tu veux qu'à terme, ça marche. Donc, moi, je mettrais le paquet là-dessus, quitte à limiter un marché. Enfin, je sais pas, toi, si tu veux arrêter un marché par la suite ou si c'est juste arrêter la vente à la ferme, Ouais, ton ouais, non, je projet. pensais arrêter le marché d'Agen, justement. Ben, Pour tu laisser plus vois, de place au bien. mais moi, enfin voilà, vu que c'est ta stratégie aujourd'hui, tu as investi là-dedans, ben, je mettrais le paquet là-dedans parce que si les gens ils commencent à venir une fois, deux fois et que tu as juste une botte de radis, enfin tu vois, ou qu'ils trouvent pas, ou que des casiers sont vides et qu'il n'y a pas vraiment l'offre qui est intéressante, Ouais, ouais, ouais. euh, c'est un peu lancer le truc avant l'heure, quoi, d'après moi. Ok. Ben, c'est cool pour C'est le mon retour. avis. Non, Ouais, non, mais oui, c'est l'avis de quelqu'un qui a déjà aussi l'expérience sur de la vente, sur c'est une ça. quinzaine d'années de marché, donc c'est important. Parce que autant une fois que tu auras une clientèle habituée à tes casiers, tu peux communiquer. Déjà, ce serait, je sais pas comment tu vas communiquer avec eux, tu vois. Est-ce que tu peux récupérer leurs mails? Ça, ce serait intéressant, tu vois, si c'est possible. Je sais pas comment ils font quand ils payent, etc. Est-ce que tu peux récupérer une info? C'est Mais que tu vois, tu. ouais, c'est que du TPE en fait. J'ai pas voulu mettre d'espèces parce que je suis au bord d'une Ouais. route. Non, non, Donc, ouais, mais c'est bien. la personne vient, elle Oui. est intéressée par une botte de carottes. Ouais, Elle sélectionne son casier, le casier s'ouvre, elle prend le casier, bien sûr. elle prend Ouais. sa botte, et, elle procède au règlement et puis elle s'en va en fait. Il Et n'y a est-ce que pas de. tu peux pas, parce que ce qui serait important, c'est de récupérer son contact. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas, tu vois, une option dans tes casiers, il faudrait voir avec le constructeur, mais est-ce que tu peux pas mettre un mail, quelque chose, un numéro de téléphone, pour que tu vois, tu te crées, parce que le problème après, nous sur les marchés, l'avantage, enfin toi, enfin les marchés, c'est qu'on a ce contact humain. Et Et les c'est ce gens qui, viennent moi, pour le marché. Exactement. ils viennent et puis tu leur vois, leur parles. Là, tu risques de perdre à un moment donné le contact avec les gens. Et des fois, c'est bien de leur dire, eh oh, j'ai réouvert mes casiers. Eh, regarde, les tomates sont arrivées, les melons sont là, Ok. j'en ai mis dans les casiers. Et donc ça, si tu pouvais travailler ce côté-là, ou de temps en temps y être, essayer de récupérer ce Ouais. contact-là pour te créer une base de données de gens et leur dire, et là tu peux leur dire, tu vois, tu arrives, tu es au mois de janvier, tu n'as pas de légumes, tu dis, bah attendez, en ce moment, ben, les casiers sont, voilà, ils sont un peu vides ou mais ils sont même pas Ouais. ouverts, c'est les fêtes, je sais pas quoi. C'est que tu arrives à avoir ce jeu avec eux euh, pour Tu dois créer une. pouvoir, Ouais. tu dois Ouais. pouvoir t'imprimer un truc, tu sais, avec un QR code que tu affiches, qui permettra aux gens de le scanner Ouais, je sais pas, d'écrit, tenez-vous informé de ce qu'il y a dans les casiers régulièrement grâce à Ok. ça, tu vois. Et en fait, ils ouais, vont s'inscrire sur une sorte de newsletter, quoi. Ok. ouais, par Super. exemple, Comme ben, ça, ça, toi, tu peux Très bonne l'alimenter. idée. Moi, c'est ce que je faisais avec Agette quand je Ok. bossais avec Agette. Tous les semaines, tu dis dans les paniers, cette semaine, il y aura ça, et puis voilà. Non, mais je note ça. Ok, Julien, c'est intéressant. Ok. ouais, Tu ben peux ouais, faire parce que ça ça c'est facilement l'option. avec les outils de Google, là, Oui, je sais plus comment ça s'appelle, tu peux créer des formulaires, tu peux créer des trucs où les gens ils vont scanner, ils vont Ok. ouais. remplir leur adresse mail, nom, prénom, et basta. Et après, toi, tu récupères le contact du coup.
Ouais. Est-ce que ça vaudrait le coup d'être présent du coup je Bah, pensais du coup, ça deux t'oblige pas à fois être par semaine. présent, mais bon, après, peut-être que de temps en temps, c'est bien aussi, mais pareil, tu sais pas quand est-ce qu'ils passent, les gens, c'est le principe du casier. Tu vas Et pas ouais. être là aussi toute la journée, quoi. Et oui, c'est ça. Mais l'idée, c'était surtout peut-être d'avoir ce côté ben, justement autonomie, fraîcheur, mais Oui. peut-être d'être quand même présent un peu pour parce que les gens, ils viennent sur le marché aussi pour du conseil aussi. Ils viennent nous voir. Ben, tiens, comment est-ce que je peux cuisiner ce légume? Ok, vous nous vendez du gingembre frais, mais comment ça marche? Ouais, mais du coup, s'ils font la démarche Ouais. d'aller sur des casiers et pas du marché, c'est peut-être qu'ils cherchent autre chose aussi et que. Ok. Alors après, ça t'empêche pas sur la newsletter en question, tu vois, si jamais tu mettais ça en place, de mettre des idées de recettes, des trucs comme ça, tu vois. Moi, c'est ce que je faisais avec Agette toutes les semaines. Mm. Je marquais ce qu'il y avait dans les paniers à peu près, les nouveautés, et tu donnes ouais, Super. tu mets des idées de recettes. Ok. Mais c'est vrai que à l'heure actuelle, c'est quand même bien de récupérer des mails et ouais, d'essayer ouais, de relancer un petit peu les gens. Un téléphone, Moi, peut-être, tu sais, un SMS groupé. ouais, mais ça coûte cher ça. Enfin, tu peux le faire aussi, mais le SMS, c'est plus galère à mettre en place comme mail. C'est un peu Ok. intrusif le SMS, je trouve quand même. Ah ouais. C'est agressif, ouais. Un Ok, peu ok. intrusif. Ouais, Le mail, ça marche bien. La newsletter, moi, tu vois, le point Cagette que j'avais créé, j'en suis toujours administrateur, je m'en occupe plus. Ça a été récupéré par une maraîchère. Mais je vois toutes les newsletters qu'elle envoie toutes les semaines et en fait, c'est très bien, quoi. Tu reçois ton mail le dimanche soir et tu vois ce qu'il y a dans les paniers. Un peu comme la newsletter des Jardins de la Valette avec le Ouais, c'est ça. ouais, je ouais, vois. puis tu peux faire plus simple, tu vois, t'as pas besoin d'écrire un roman. Enfin, tu vois, des fois, ça sert à rien d'aller chercher loin. Et puis aujourd'hui, tu as des outils où tu peux faire des newsletters envoyés gratuitement quand tu as moins de genre 5000 contacts. Donc, tu vois, t'en es pas encore là, quoi. Donc, Oh tu vas non. trouver des outils gratuits. Voilà, créer un QR code en ligne. Tu peux faire avec un Google Form. Voilà. Après, moi, j'utilise Brevo, par exemple, pour mes newsletters. J'assure qu'il y a des options Je vois. Ok. BREVO, tu vois, c'est un truc français, Brevo. Tu peux avoir le truc gratuit et Ok. comme ça, tu peux envoyer à tous tes contacts facilement. Euh, voilà, bon, il faut maîtriser un peu l'informatique, mais c'est pas non plus de la grande informatique. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le faire. Ouais, une belle affiche, comme il dit Julien, avec un QR code. Voilà, inscrivez-vous, on vous envoie des infos, des contacts, on vous dit quand est-ce que c'est ouvert. Enfin, voilà, plein de choses. Euh, Et est-ce qu'un sur livre d'or aussi sur place, c'est judicieux ou pas pour tout ce qui est suggestion, déception aussi Ouais, peut-être, hein, des gens, ouais. peut-être quelque chose ne leur a pas plu. Enfin, voilà. Ben oui, oui, c'est bien. Et puis même à la limite, tu vois, c'est pour certains, le QR code, ça va être compliqué. Tu peux Ouais. très bien avoir tu peux le mettre en doublant. Tu peux avoir le QR code, mais Ouais. tu peux avoir aussi une feuille newsletter. Tu vois, ils Les gens mettent leur mail, s'inscrivent. leur nom, ils s'inscrivent. Et puis, tu vois, toi, de temps en temps, tu regardes s'il y a des nouveaux et tu le rajoutes toi manuellement à ta newsletter sur Brevo. Et comme ça, tu enrichis ta base de données petit à petit, quoi. Ok, Mais super. ça va être important, je pense. Ok, super. Ben, merci à tous les deux là pour les points là, parce que c'est le problème, c'est quand on a la tête dans le guidon, on voit pas Eh oui, certaines oui. choses. Puis c'est bien Ouais. justement de prendre les infos à droite à gauche. Ouais. Super, merci beaucoup. Pour rester dans la commercialisation, moi j'ai une question sur le marché. Je sais qu'à terme, j'aimerais bien déléguer un des deux marchés à ma salariée. Mm. Comment ça se passe quand tu as quelqu'un qui le fait le dimanche ou un jour férié ou un truc comme ça? Est-ce que tu le payes double? Est-ce que tu payes un peu plus? Est-ce que... Eh oui. Eh oui, oui, tu payes Ouais, plus, voilà. ouais. Tu payes Ouais, plus. ouais, ouais. Ouais, ouais, tu payes plus le dimanche. Alors, c'est pas fois 2, hein, c'est un et demi. Donc s'il travaille 8 heures, c'est comme si tu le payais 12. Ok. Il n'y a que le 1er mai qui. Alors, attention, au 1er mai, je sais jamais avec les conventions. Bon, nous, on l'a pas travaillé, comme ça, c'était réglé. Mais là, c'est double, ouais. Mais sinon, c'est un fois 1,5 en fait, le dimanche. Ah, c'est pareil sur les jours fériés? Ouais, c'est pareil sur les jours fériés, c'est un 5, ouais. Ben, c'est la problématique du marché du dimanche que moi je retrouve aujourd'hui, hein. Je suis très content de mon marché, c'est un super marché, 70% de mon chiffre d'affaires. Ah, c'est le dimanche. Avec 15 ans de recul, eh ben ouais, c'est le dimanche. Si j'avais su, je serais allé ailleurs un samedi. Euh, ouais, ça aurait été plus simple parce que sans parler du 1,5, c'est plus dur de trouver des gens le dimanche pour travailler.
ça reste un jour de repos, quoi. Ancré vraiment, et je comprends, hein, moi le premier. Nous, aujourd'hui, c'est 1 sur 2 en moyenne avec l'employé qui est sur la ferme. Ouais, ça se pensait en fait. Mais bon. C'était pour pas les faire tous les dimanches nécessairement, mais ok. C'est ça. Ouais. Donc moi, je prends sur moi, tu vois, c'est un coût, hein, mais c'est pas un service, mais ouais, c'est un confort, voilà, ça je cherche. C'est un confort de vie de pouvoir avoir un dimanche sur 2 aujourd'hui, quoi. Ouais, ok. Mais c'est un 5, ouais. Et pareil, pour rester sur le marché, je m'étais noté une question. Quand est-ce que vous chargez votre camion mettons en plein été, quand il fait hyper chaud, quand la température ne descend pas la nuit à 30 degrés? Est-ce que vous chargez quand même avec les salades et compagnie la veille, ou il y a des trucs que vous mettez au dernier moment? Le matin même, ouais, au dernier moment. Moi, je cherche tout le matin en fait, mais Tu sais, même voilà. tu mets un coup de. Je sais pas si tu as un petit. J'avais acheté ça, là, un petit vaporisateur à gamme vert, là, tu sais. Et tu sais, vers 9h30, 10h, quand ça cogne un peu. Après, toi, tu es sous la halle. Mais là, je mets un petit coup de vapeau sur les salades, Ouais, même du fait que les légumes sortent du frigo, de la chambre froide et passent la nuit à 30 degrés, quoi, dans le camion enfermé. Ah non, au dernier moment, du coup. Ouais. Voilà. Moi, j'ai toujours chargé la veille, hein. Ouais. Même en plein Ouais, été. même en plein été. Alors, exceptionnellement, je vais parfois charger plutôt à 20h le soir qu'à 5h, tu vois. Mais ouais, 20h au plus tard, je charge. Enfin, Ah, mais sinon, de base, tu charges à 5 heures et comme ça, ta journée, c'est fini. Ah oui. Ouais, même souvent. Enfin, tu vois, par exemple, pour le marché du jeudi, nous, on charge souvent à 4h30. Enfin, à 4h15 parce qu'on finit à 4h30, donc on charge là pour le lendemain. Après, tous les légumes sont refroidis, hein, donc ils sont tous depuis plus de 24 heures dans la chambre froide, hein, tous humidifiés. Le camion, il est dans le hangar, donc le hangar, il est couvert, l'air circule, mais il fait chaud, hein, l'été, hein. Il n'est pas isolé. Et j'entends l'écho là. Et ben, ce que je voulais dire, et c'est quand même une masse froide que tu mets dans le camion. Et du coup, ça reste quand même frais. Moi, je trouve que c'est bien que ça remonte aussi légèrement en température avant le marché, quoi. Mais c'est un confort, hein, parce que charger le matin, c'est dur. Ouais. C'est sûr. Et puis tu sais, moi, je sais jamais combien de temps je vais mettre pour charger. Voilà, enfin, ça peut bouger. Ouais. Ouais, très bien. Une autre question sur la commercialisation, moi, sur les oignons bottes. Je trouve ça très très long à préparer parce que moi, ils sont jamais très beaux. Il y a toujours des feuilles fanées ou qui ont de la maladie. Je trouve ça hyper long à faire. Et j'en ai pas mal qui montent en fait à cette période. Ouais. Ben, nous aussi, on en a qui montent aussi à cette période. Il faut. Ouais, j'ai pas de. Tu les vends pas quand ils montent, tu les vends pas du tout. Alors, quand ils commencent juste à monter, ça va. Normalement, ils montent pas tous. Après, c'est variétal, hein. Il y a des variétés qui vont monter plus que d'autres. Ça, c'est clair. Là où tu perds beaucoup de temps, souvent dans les oignons, enfin, moi, c'est ce que je perdais beaucoup de temps, j'essayais qu'ils soient trop propres. Si tu essayes qu'ils soient vraiment nickel, blanc, parfois, tu sais, comme on peut Et voir ouais, mais en supermarché. j'ai l'impression que s'ils le sont pas, ils partent pas, quoi. Et ouais, mais il y a un équilibre entre les deux à avoir. C'est que si tu commences à trop les peler pour être nickel blanc, que tu enlèves toutes les feuilles jaunes, C'est horrible. Ça prend un temps pas possible et ça vaut même pas le coup de les faire, je trouve. C'est ça. Alors que nous, non, on va vite. Nous, on arrache tout et on prépare sur table, hein, on prépare ça à la balance. On prépare pas ça au champ, hein. Mais Nous, on récolte. tu mets juste un coup de jet, enfin, t'enlèves la terre juste sur les racines, t'enlèves pas une première peau, par exemple. Non, Ok, pas du tout. non, on coupe les racines au sécateur, on coupe le feuillage non, on n'enlève pas de première peau. Tu as raison, hein, si tu enlèves une première peau, c'est super blanc, c'est beau, mais on fait pas cet effort-là. C'est trop chiant à faire, quoi. Non, c'est trop chiant et enfin, je sais pas, nos clients sont peut-être habitués comme ça et peut-être que j'en vendrais plus, hein, s'ils étaient tous blancs, mais je pense que le temps que j'y passerais, ça serait pas justifié.
Ah, par Et contre, effectivement, je coupe pas les racines, donc aussi ça. ouais, alors par contre, moi je trouve que quand les racines sont pas coupées, ça fait pas super. Ouais. Ouais, Moi ouais, j'aime bien que les racines, on peut couper, tu vois, même si elles sont pas ras, je trouve que c'est quand même mieux quand c'est un peu coupé. ouais. Et le feuillage aussi, le dessus du feuillage un petit peu aussi. Et oui, oui, ça aussi, ouais, ça moi je comprends Ouais. partie. Ouais. Et Ouais. pareil pour les arracher, je trouve que c'est hyper galère. Il y en a plein qui cassent en fait, qui restent. Ouais, Je sais pas si vous avez ouais, une nous ça dépend technique, un des. outil, une gouge, un truc. Ouais, ça dépend des fois. Gros couteau ou une sorte de petite pelle à planter. Ouais, ça nous arrive d'utiliser ça. Mais ça dépend des conditions du sol. Si tu as un sol assez humide, généralement, tu sais, tu remouilles un peu ta planche, non? Mais ça dépend, c'est pas toujours vrai, quoi. Des fois, ça casse, quoi. Ouais. Des fois, il reste dans la motte par terre, ouais. Ouais, ouais, C'est vrai. Bon, ça repousse. Hein. ouais. Mais quand ça marche bien, c'est quand même une culture qui rapporte hein, l'oignon blanc. Mais c'est vrai qu'il faut pas, celle d'automne, là, il faut pas s'emballer, tu vois. L'important avec l'oignon blanc, c'est d'avoir quand même pas mal de séries. Euh, Essayer d'avoir toujours un oignon blanc frais. Tu peux pas avoir, enfin, tu vois, nous on fait 3 planches à l'automne, c'est beaucoup. Hein. Souvent, on n'arrive pas à arriver au bout avant qu'il monte. Euh, et donc, par contre, là, j'en ai déjà, je sais plus, je crois, que j'en ai au moins 3 autres déjà qui poussent, tu vois, 3 stades différents Mm. pour avoir ouais, de la fréquence sur cet oignon-là. Ouais, ouais, j'ai fait aussi plus de séries là cette année justement pour Ouais, des petites séries, mais un peu tout le temps. Ouais. c'est ça, c'est ça. Mm. Tu prends moins de risques comme ça et c'est plus simple. Mais la plus dure, elle est maintenant en fait. Pour moi, la plus dure, c'est celle qu'on récolte actuellement. Début avril, ça va, et puis là, tu arrives au mois de mai. Pourtant, c'est Elodie, hein, la variété qui est censée ne pas monter, Ouais, pareil. mais suivant les années, etc. Mm. Alors, on n'a pas fait d'effort cette année. Je voulais lui mettre un tunnel F1 pendant l'hiver, j'aurais dû. Euh, Pareil, pour qu'elle ait moins froid en fait. Parce que pourquoi elle monte, c'est un oignon, il est biannuel, il monte parce qu'il a eu trop froid à un moment donné, sur une période trop longue, et après il monte quoi. Mm. Et j'en parlais dans le forum, hein, c'est pas les coups de chaud hein, qui font monter les légumes, hein, c'est vraiment une période de froid, euh, une trop longue période de froid. Ah ouais, 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 effectivement. Ouais. Donc il faudrait les protéger encore plus. Voilà. Une autre question? Quelqu'un veut intervenir? Moi, j'ai une question sur le céleri rave. Ouais. Tu dis dans la formation que ça mériterait des espacements un peu plus, d'être un peu plus espacé. Pourquoi pas utiliser l'étoile de chicorée par exemple? Euh, Ou ouais, est-ce que ça vaut ouais, pas le ouais, coup ouais. carrément de faire une toile tissée spéciale pour le céleri grave Ouais, comme la chicorée, tu veux dire? J'ai raté une Ouais, phrase. oui, Ouais. oui, c'est ça. Euh, oui, ouais, 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 pourquoi pas. En plus, moi, j'ai fait des toiles de chicorée. Euh, ouais, c'est vrai que j'ai pas testé. Je suis toujours sur mes mêmes densités, là, 30, 30-25. Après, on a du céleri rave qui est, voilà, qui est une belle boule, tu vois, mais c'est vrai qu'on n'a jamais du très gros céleri rave comme on peut voir des fois dans les Mm. biocopes, là. Ouais, Après, c'est des pareil. fois, il faudrait voir le rendement au mètre carré, parce que c'est toujours pareil. Parfois, tu as des très gros légumes, mais si tu as un espacement qui est très grand, finalement, le rendement au mètre carré, il n'est pas mieux. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font comme rendement, ceux qui font du très gros céleri rave. Euh, je sais, Oui, en même temps, j'en ai... après, les gens des Ouais, fois, même des céleri raves que je trouve pas non plus trop gros, eux, ils le trouvent déjà trop gros. Pour une personne, ça fait déjà, ouais, un truc comme ça fait déjà pas mal. ouais. Donc, c'est pour ça, je dis, on pourrait faire plus gros autrement. Est-ce qu'il faut faire plus gros? J'en sais rien. Ouais. Tu vois, et c'est ça le truc, c'est... en tout cas, c'est un légume ouais, qui a quand même besoin de place, et peut-être qu'on serait... parce qu'ils sont pas toujours tous comme ça, quoi. Tu vois. Mm. Si tu arrives à avoir tous tes ailes rirables, tous pareils, bien gros, enfin gros pour moi, tu vois, c'est cool, mais c'est pas toujours le cas. Mais c'est vrai que leur laisser un poil de place en plus, peut-être que la solution de la même densité que la chicorée, ça peut être intéressant. Bah, avec quoi, c'était quitte à utiliser une toile tissée, en plus qui va pas se gêner, et puis qu'elle sera enlevée avant, il n'y a pas encore dit chicorée, tu enlèves là.
Non, mais complètement. Et c'est clair. Ça serait intéressant à tester, mais il faudrait tester les deux côte à côte et voir finalement le rendement global de la planche. C'est ça qui est important. Parce que sur la betterave, c'est tout à fait le cas. Tu vois, les betteraves, moi je fais de la betterave taille. Mon objectif, c'est boule de pétanque. Tu vois, pas plus gros quoi. Et alors que d'une betterave, tu peux faire beaucoup plus gros. Mais quand tu regardes le rendement, quand tu fais du 12 ou 15 cm, enfin 3 lignes, c'est énorme. Ça peut faire quand même des sacrés beaux rendements. Alors que si tu commences à vraiment l'espacer, et même si elle est un peu plus grosse, ben, tu as le rendement qui chute en fait, global de la planche. Bon, et en plus, la betterave, ils veulent pas ils veulent pas des trucs trop gros non plus. Là. Ouais. J'ai une dernière question de technique sur l'arrivée d'eau, la conduite principale dans les serres. Parce que du coup, comme je vais monter mon bitunnel, est-ce qu'elle arrive par la porte d'entrée ou est-ce qu'il vaut mieux la faire arriver par le côté, l'enterrer, que ça passe parce que je vais faire comme toi, séparer 2 jardins par tunnel avec une allée au milieu. Ouais. Et avec l'aspersion, enfin avec toute irrigation qui arrive par le haut, tout ça. Ouais, mais du coup, voilà, pour caler les électrovannes et compagnie sur le côté, là, ta conduite arrive par où? Ben, par le côté. Ok. Ouais. Moi, elles arrivent toutes les deux. Enfin, pas toutes les deux. Non. Une, elle arrive sur le côté. Ouais, elle rejoint l'autre sur l'autre côté. Ouais, c'est le plus simple. C'est le plus simple. Ouais, moi, elle arrive direct. Et là, j'ai direct mes électrovannes tout à côté qui vont gérer mes deux serres. Voilà. Donc, l'équivalent de ton bitunnel. Quoi. Ouais, donc c'est au montage de la serre que tu as fait passer une gaine dessous. Ben, ou même pas en fait. Ah ouais, oui, si, il y a un tuyau qui est passé vraiment profond et puis après il sortait devant la serre, enfin sur le côté de la serre et puis après j'ai recreusé un petit peu sous la serre pour faire passer mon tuyau, mais voilà, sur rien du tout, tu vois. Ok. Enfin, si, voilà, tu peux le prévoir au montage, mais euh, en tout cas, il était sous la serre avant le montage, c'est-à-dire il était à 60, je crois qu'il est à 80 le gros tuyau. Voilà, il ressortait au milieu des deux serres. Ouais, c'est ça. Ok. Ça marche. Ok. Une autre question? Antoine, je vois que tu es là ou Vincent qui vient d'arriver. Euh, N'hésitez pas ou ouais, si vous avez des questions. Moi, je viens juste d'arriver. C'est ma première visio. C'était juste pour dire bonjour et je vais écouter un petit peu Bienvenue. de temps. C'est gentil. Je vais retrouver mon ordi. J'avais mis des questions de côté. Ok, ça marche, mais vas-y, si tu en as, n'hésite pas. C'est gentil. Je ne sais pas s'il n'y avait pas de questions. Du coup, ouais, moi, c'était principalement, j'ai eu du mal à retrouver un petit peu quelles étaient un petit peu les distances que tu faisais au niveau de tes toiles tissées, principalement. Je me perds un petit peu dans toutes les données au niveau des toiles tissées. Là, je viens de me racheter des toiles tissées. Je me suis Ouais. acheté le petit truc TerraTech pour faire les marques là. Et Ouais. je me perdais un petit peu. J'aurais bien aimé faire mes toiles tissées pour cette année, quoi. Ouais. Ah ben, alors les toiles tissées c'est vraiment les distances qu'il va y avoir dans les fiches de culture. Hein. Tu vois, Ouais. si ah oui, oui. De toute façon, si dans la fiche de culture, normalement, c'est noté 30 par 25, tu vois, quand tu as la distance, la toile tissée, donc, elle fait ça, quoi. Ok. Bon, je regarderai Tu, mieux. c'est pas clair? En même temps, je suis en train de regarder sur. T'as une petite astuce, si tu as le truc TerraTech, je l'ai pris aussi là avec le brûleur. Des toiles tissées, quitte à en faire une, tu peux en faire 4 d'un coup, en fait, voire 5. Et parce que j'avais peur qu'elles se collent entre elles en fait quand je les faisais en hauteur. Ouais, c'est le cas, elles se collent un peu, mais en fait, si tu les agrafes, si tu as quelqu'un qui les tient, tu pars avec la première, la deuxième, tu tires un peu. Si vraiment ça bloque trop, tu coupes au couteau, au ciseau pour pas les déchirer. Mais en fait, tu peux en faire, et là, tu gagnes un temps fou, tu gagnes même au niveau du gaz, tout simplement. Mais surtout au niveau du temps, en fait, parce que quand tu fais des toiles ici de 20 ou 30 mètres, là, t'en fais 4 5 d'un coup, et ça marche hyper bien. Ok, j'aurais jamais osé. Mais bah ouais, C'est ce écoute, qu'il faut. Moi, je fais comme ça depuis quasi le début. Un jour, j'ai testé, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant, quoi.
Et là, j'en ai fait pour le mesclun, là, pour la Salanova et compagnie. C'est beaucoup de trous à faire. Et j'en ai fait 3 d'un coup. Et puis, voilà. Ouais. Ah, mais le chalumeau, c'est vrai qu'avec le désherbeur thermique, tu peux pas. Ça, Non, enfin, ouais, ça, ouais. Au début, je faisais avec ça. ça Et mais colle pas. le truc TerraTech, il faut attendre qu'il soit bien chaud. Ouais. Mais franchement, ça traverse direct les cadres d'un coup et c'est propre, c'est nickel. Ok. Et Bah, après, c'est quand une tu bonne. l'arraches, tu tires un bon coup sec et tout se décroche. Ok. Mais Voilà. non, mais ouais, pour répondre à ta question, je le vois. Enfin, tu vois, moi, je suis sur une fiche de culture. Euh, et tu vas avoir voilà, 3 rangs par planche, distance sur la ligne 25 cm. Et c'est vrai que j'ai dit 3 rangs par planche et je dis pas combien il y a entre rangs forcément. Il n'y a pas cette distance, mais sinon tu la retrouves, cette donnée, tu peux la retrouver aussi dans le fichier de culture que tu peux télécharger là, le fichier qui est sur euh, Google Sheet. Ressources techniques, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et là-dedans aussi, tu vas avoir cette info, mais après, là, je te conseille quand même de regarder plutôt sur les fiches itinéraires, tu vois, l'ITK où il y a toutes les cultures. C'est là où vraiment c'est les dernières infos les plus justes. C'est vraiment toujours là-dessus qu'il faut se référer. Euh, mais de toute façon, il n'y a pas 50 tailles en fait, hein. Tu vas avoir du 3 rangs. Donc 3 rangs, c'est toujours 30 cm entre rangs. Et puis après, c'est sur le rang, là, c'est indiqué, tu vois, par exemple, la salade, ça va être 25. Le fenouil, ça va être 25. On va avoir tous ces standards qui sont un peu les mêmes. Après, tu vas avoir du 4 rangs, où là, ça va être 20 cm par 20 cm. Donc là aussi, si tu prends, par exemple, la fiche technique qui c'est qui est en 4 rangs de l'épinard, tu vas avoir écrit 4 rangs, 20 cm. Pareil sur du pak choi, tu vois. On va pas. J'ai quand même essayé de simplifier mes toiles tissées. Tu vois, je vais pas m'amuser à changer pour quelques centimètres parfois. Puis après, tu vas avoir la 2 rangs qui est aussi pas mal utilisée, qui va être pour toute la famille des choux. Donc là aussi, c'est 45 par 45 parce que c'est écrit 2 rangs, 45 cm entre rangs. Et tous mes choux vont être faits comme ça. Par exemple, quelqu'un me posait la question, mais pourquoi ta densité de choupettes saille, elle n'est pas plus resserrée? Mais c'est juste, c'est vrai qu'on pourrait le faire un peu plus resserré. Alors, 3 rangs, moi, ça me paraît trop serré, mais tu vois, sur 2 rangs, on pourrait peut-être le mettre à 35 ou à 40. Ouais. Mais au final, je ne vais pas créer des nouvelles bâches spécifiques que pour le pet saille. Donc voilà, tous mes choux vont être à 45-45. C'est déjà des densités qui sont vraiment denses et tu te simplifies la tâche comme ça. Puis après, tu vas avoir tous les toiles de paillage que j'appelle monobâche. Donc tout ce qui est tomates, courgettes, concombres, aubergines, etc. Là, il n'y a pas de trou parce que c'est des bâches que je viens jointer donc côte à côte. Ok. Les courges aussi, tu les fais en monobâche? Ouais, tout ce qui est monoligne, c'est monobâche. Ok. Vraiment, Je sais pas si tu fais de ouais. la pomme de terre. Moi, j'ai prévu Alors pour la, de faire ça sur la patate aussi pour tester. ah ouais, Ouais. tu vas, Bah, tu vas pas la buter du coup. je vais la buter, mais je vais mettre la bâche après en fait. Ok. J'ai fait ça sur de la primeur. En fait, j'ai planté directement en fait sur la toile tissée et je les ai pas butés. Ouais. Et j'avais fait ça, tu sais, sur la patate douce aussi. Et franchement, après, bon, c'est vrai que j'ai un outil animé qui me permet de travailler à quasiment 15 cm de profondeur, voire un peu plus. Euh, enfin voilà, je pense que c'est, enfin en termes de précocité, le fait de l'avoir mis sur la toile comme ça, je pense elles vont pas tarder à fleurir là, tu vois. Avec le tunnel F1 aussi, hein, par-dessus. Oui. Mais je pense que c'est pas déconnant de mettre de la pomme de terre, ouais, comme ça. Oui, mais j'ai fait aussi la patate nouvelle sur toile tissée là pour tester en 3 rangs. Oui. Avec les tunnels, mais que j'aurais dû laisser plus longtemps, je pense. Elle serait déjà prête. Et elle Ouais. saurait comment ça. Mais sur de la pomme de terre en monorang, oui, sur la patate douce, ça marche très très bien. Mais sur la patate, ouais, je me demandais si quelqu'un avait déjà fait ça. Non, c'est vrai que j'ai jamais fait ça. Mais il n'y a pas de raison, hein. Enfin, tu vois, ça va pas.
Surtout après le butage, enfin, tu vois, oui, ça va fonctionner, quoi. Je vois pas ce qui pourrait empêcher que ça marche pas, tu vois. D'autres questions, Vincent, qui viennent d'arriver? Tu avais d'autres questions, des choses qui sont pas Non, claires? non, non. Franchement, la formation, elle est top, hein. C'est vraiment cool. Je viens de la finir. Enfin, finir. Je me suis un peu dépêché sur la fin parce qu'il me manquait un petit peu de temps. Mais non, non. Super. Mais Plantoir à poireaux, tu utilisais, tu dis qu'on peut prendre du 25 ou du 20 centimètres. Toi, tu prends quoi? du 25 ou du 20 centimètres? Ouais, c'était quoi mes. Parce que le plantoir à poireaux, il y en a qu'un. Enfin, moi, je n'utilise qu'un. C'est celui-là de chez Secotech. Ouais, c'est Secotech alors. Ok, d'accord, je note. Ouais. Mais c'est ce qui est. C'est vraiment le plantoir qu'il y a sur l'affiche, hein. Là, j'y suis dessus, là. Ouais, ok. Là, je le vois en image, hein. Plantoir 4 ans de Secotech. C'est ce qu'il y a écrit sur l'affiche, hein. Ok, ça marche. Ouais. Je suis désolé. Ouais. Et ouais, tu as eu un peu de mal à finir la formation, mais tu sais qu'elle reste ouverte après, hein, même si t'as pas, tu peux y revenir. Tu vois, après, c'est accès à vie, hein, sur la formation. Donc, Ouais. tu auras le Non, temps mais d'y revenir. comme j'étais Vivéa pour valider, fallait que je me Oui, presse. ouais, Ouais, j'ai manqué un peu de respect sur, sur la formation à la fin, mais bon, je je pourrais. comprends. J'y reviens tous les jours pour regarder mes trucs Bon, super. notamment de Ferti et tout. Non, franchement, elle est top, elle est hyper pratique et tout. Ben, Merci merci. à toi pour ça. On, on essaye. C'est le but. Mais ouais, mais tu vois, je sais pas si c'est toi ou mais c'est peut-être toi qui m'as envoyé un mail par rapport déjà aux toiles tissées, mais je me le suis noté en tâche pour refaire une fiche plus claire sur les toiles tissées pour les distances de plantation. Euh, voilà, pour refaire un petit récap de ce que nous on a. On va le faire là rapidement là. D'ici 15 jours, on va remettre en ligne toutes les toiles tissées qu'on a en quantité, les 2 trous, 4 trous, 3 trous. C'est qu'on nous l'a demandé plusieurs fois ce qu'on avait. Alors ça sera juste un titre d'exemple évidemment parce que c'est pas forcément tout le monde pareil. Euh, et ça peut se calculer facilement avec Bringel ou avec Rob par contre. Moi, je l'ai fait comme ça, hein. Tu peux mettre des étiquettes sur ton planning et comme ça, tu sais tous tes besoins en toile tissée et ça, c'est super efficace, quoi. Hmm. Ouais, ok. Bah, merci beaucoup. Mais à plaisir. Autre question ou on fatigue? Moi, j'en ai une dernière. C'est pour quand le speed sem là? Ah, la bonne Ouais, question. mais, on est sur les starting blocks là. Vraiment, là, c'est incessamment sous peu. Euh, on a validé les derniers protos, on a validé les derniers devis de construction. On attend une pièce, mais malheureusement, elle n'est pas là. Et là, maintenant, ça va être fin juin, les premiers qui vont sortir normalement. Pour se mettre sur des plaques alvéolées, c'est ça? Alors, pas tout à fait sur les plaques alvéolées. Pour l'instant, c'est que sur le speed mode. C'est un semoir sur table. Pardon, c'est un press mode sur table pour faire des mottes à la main. Et par-dessus, donc, il y a un semoir qui va pouvoir semer juste avec un petit mouvement toute notre semence de plateau. Enfin, nous, on est super contents. Franchement, ça marche trop bien et c'est trop cool. On voit la vidéo, l'aperçu là sur le site, ça a l'air Ouais, assez ouf. Vous les avez fait ouais, ouais, avec quoi? Avec une imprimante 3D peut-être au début ouais, c'est ça. Pour l'instant, c'est en impression 3D. Il y a des plaques en inox. Je suis toujours nul à les matériaux. Ouais, c'est en inox, c'est ça. Comme d'ailleurs ouais, le press-mode, il est aussi en inox. Mais ça arrive, c'est là, c'est vraiment pas loin et on gagne un temps de fou. Avant, je me rappelle, le point bloquant, c'était le semi, tu vois. Ben voilà, il y avait celui-là qui faisait les mottes, il allait beaucoup plus vite que la personne qui semait. Donc souvent, on avançait le truc. Et ben maintenant, ça s'est complètement inversé. Ah ouais. C'est que maintenant, le semi, c'est devenu le truc super rapide. Et malgré qu'on aille vite avec le press-mode, ben voilà, c'est là où ben, tu peux envoyer la motte parce que derrière, au semoir, ben, ça carbure, quoi. Ça carbure et c'est trop cool. Donc, ouais, c'est là. C'est vraiment. Bon, ça sera pas pour ce printemps, on aurait aimé, mais
on préférait prendre un peu plus de temps pour un truc qui marche bien. Et vous savez chronométrer pour savoir combien de temps tu mets par rapport à déjà pour faire les plateaux, pour faire les. Non, on n'a pas encore fait, mais on va le faire. C'est prévu, mais ouais, on veut chronométrer déjà pour faire les mottes par rapport à des monteuses manuelles. Ce qui est sûr, c'est que déjà, c'est vachement plus ergonomique. C'est vraiment, t'es à hauteur, quoi. Et ça change tout sur la durée. Même si, allez, la personne tu peux aller moins vite, peut-être. Enfin, tu peux aller plus vite, mais disons que même si tu allais au même rythme, en fait, quand tu en fais pendant 1 heure, ça change tout, quoi. Parce que d'un moment à l'autre, t'es explosé. Alors que là, tu es sur la table et vraiment, c'est super confort. Et après, le semoir, non, mais le semoir, c'est juste la folie. Parce que c'est ça qui est ouf. quand tu sèmes de l'oignon, par exemple, que tu mets 4 graines, c'est juste un temps de malade, tu vois, la main. Quand tu fais des 12, 13, 15, 20 plateaux, franchement, c'est long, tu vois. Mais là, ça marchera aussi pour des trucs où tu as plusieurs graines. Je me disais que ça marcherait que pour des monograines. Non. Ah ouais, ok. Ah non. Et non, là, on fait des plaques. Il y a plein de plaques, en fait, adaptées. Donc, on fait tous les tests là de semis. Donc, tu as une plaque pour 3 oignons, tu as une plaque pour 5 oignons, tu as une plaque pour 5 graines de basilic, 10 graines de persil, parce que c'est bien 10 graines de persil, tu vois. Donc, tu as des plaques. Pour l'instant, il y a 6 plaques différentes, mais on peut en créer autant qu'on veut, sur mesure, etc. Okay. Donc, ouais, non, ça va être cool. On va vraiment. C'était un point, je trouve, noir du semi-manuel, enfin, tu vois, d'une micro-ferme, ce poste-là. Ah, ça prend beaucoup de temps. Et on va gagner beaucoup, beaucoup de temps. Ça va être bien. Il me tarde de le sortir, de le présenter, parce que vraiment, ça va être bien. Ça va être bien pour les maraîchers, en tout cas. Enfin, pour nous, déjà. Et tu avais envoyé une petite enquête pour demander quel type de motte on utilisait, tout ça, parce que éventuellement, ça allait être peut-être fait sur mesure, mais du coup, c'est. Ouais, en fait, sur mesure, l'idée, c'est de le fabriquer pour ceux qui vont utiliser, par exemple, du QuickPot 150 ou QuickPot 77, tu vois. On va pouvoir l'adapter. On va peut-être sortir des modèles après. On va voir comme ça. Parce que maintenant qu'il y a le concept, déjà, on le sort pour nous, pour notre presse-mode, celui qui utilisait le plus, là, le 56, parce que c'est là où on a le plus de semis. Puis le 35, et puis pourquoi pas développer pour d'autres modèles type QuickPot, quoi. Mais voilà, on est là, mais ça arrive. Quand tu dis ça, on est en mai. Je te dis, on a signé aujourd'hui les devis pour le premier lot, donc c'est voilà. Mais voilà, le concepteur doit trouver la machine, parce que c'est une nouvelle machine, etc. Donc c'est tout le monde du process et de la fabrication que je découvre, qui est super intéressant aussi, mais ça prend un peu de temps. Félicitations. Merci, en tout cas. C'est le but que ça aide, quoi. Étienne qui vient d'arriver. T'as une question, Étienne, ou on se voit demain matin? Quelqu'un a une autre question? Ou on est bon pour ce soir? C'est bon pour moi. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Bon, ouais. Bon printemps qui démarre là, hein, parce que là, ça y est, c'est bien parti. Voilà, bon courage avec cette nouvelle saison qui s'annonce quand même pas mal. Et puis à très bientôt. Bonne soirée à tous. Salut, bonne soirée. Ciao. Ciao. Voilà, on arrive au bout de ce podcast. Bravo d'avoir tenu jusque-là. J'espère que tu as pu apprendre plein de choses. En tout cas, moi, à chaque fois, ça me nourrit et j'apprends vraiment beaucoup de tout ce partage avec les autres maraîchers. Donc, si toi aussi, tu veux poser des questions, tu peux le faire direct sur le forum lecercle.lesjardinslavalette.com ou assister à une vidéo aussi en direct tous les mois. C'est possible. Donc, si tu veux être au courant de la prochaine, tu peux t'inscrire donc à YouTube
pour recevoir la notification et les notifications pour la prochaine vidéo, c'est sur le cercle. Sinon, à très bientôt, bon maraîchage, bon jardinage, ciao!